téléspectateurs à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour une autre super production, la toute première de l'année 2025 de votre émission World Actu. World Actu qui se balade dans les dédales justement de l'international et qui reviendra de façon filigrane aussi sur l'actualité du Cameroun. On ira en introduction de ce plateau du côté de Côte d'Ivoire avec une actualité qui justement amène à s'interroger sur l'hypothèse ou même la probabilité d'une autre, la 5e candidature du président Alassane Dramane Ouattara. C'est le grand feuilleton du moment du côté d'Abidjan et de Yamoussoukro. Beaucoup s'interrogent sur l'ambition réelle, bien qu'elle ait déjà été déclinée par le président le 9 janvier devant le corps diplomatique. Beaucoup estiment que justement, il y aurait comme une parole, une promesse qui n'est pas tenue par le numéro 1 ivoirien. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara est véritablement parti pour rester? C'est l'interrogation qui va alimenter nos échanges d'introduction sur ce plateau de World Actu. On quittera les péripéties ivoiriennes pour revenir justement à celles qui concernent le Cameroun avec, vous le savez, l'élection présidentielle 2025 qui est elle aussi attendue avec son florilège justement de craintes qui entourent justement ce moment historique de l'histoire politique de notre pays. Beaucoup s'interrogent sur les acteurs, sur l'ambiance générale alors que quelques crises sociales justement meublent l'actualité, alors qu'il y a cette fronde, entre guillemets, de certains évêques de l'Église catholique romaine, alors que le peuple s'interroge justement sur la pertinence, que dis-je, la qualité et surtout l'envergure d'une autre candidature du président Paul Biya. Justement, ce soir sur World Actu, on s'interroge sur comment est-ce qu'on affronte 2025. Faut-il avoir peur de cette présidentielle annoncée? On en parle et on sortira avec un moment, une phase de la vie justement politique de notre pays, une phase qui a amené à ces sorties, je l'ai dit, de certains prélats qui justement se sont interrogés et ont pris parfois des positions assez véhémentes contre l'hypothèse d'une candidature du président Paul Biya, qui justement a amené à ce qu'il y ait une réaction de la part du gouvernement. On a vu certains poids lourds de l'establishment politique camerounais qui se sont exprimés. On a vu la communication du ministre de la Communication, justement, porte-parole du gouvernement, qui rappelait un certain nombre de faits. On évoquera aussi cette sortie et cette fonte, entre guillemets, du clergé camerounais. Ça sera en sortie de plateau. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, vous connaissez le menu de ces presque 1h52 d'échange. Permettez-moi de prendre une respiration. Je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Une victoire sans appel. Retour avec beaucoup de joie sur le plateau de World Actu. Je l'ai dit, des personnes et personnalités de premier plan nous accompagnent ce soir sur ce plateau de World Actu. Je m'en vais pour ce qui tient lieu justement d'introduction, présenter celui qui est à ma gauche, une personnalité, docteur justement, géostratège, homme d'armes, homme d'armée. Le docteur-colonel Didier Badjek nous fait une fois de plus l'amitié et l'honneur de sa présence sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonne année surtout. Merci Stéphane. Bonne et heureuse année à tous les panélistes que je retrouve pour certains avec beaucoup de bonheur. Bonne et heureuse année à tous vos téléspectateurs. Oui. Je devrais vous féliciter pour la capacité que vous avez eue particulière, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce casting. C'est quand même des poids lourds que vous amenez aujourd'hui. Et je vais dire comme ça aux téléspectateurs de bien rester scotchés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites. Et lorsqu'on connaît la bonne éducation de ces panélistes, oui, on ne va pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui sur les plateaux, c'est-à-dire une véritable foire.
Merci. Merci, docteur Didier Badjek, pour ces mots gentils. Je poursuis l'exercice avec, à ma droite, un homme politique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, justement, n'a plus de secret pour lui. C'est un universitaire chevronné. C'est un ancien membre du gouvernement. Le professeur Elvis Ngolé est parmi nous. Nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous les co-panélistes qui sont en fait des éminentes personnalités que je respecte beaucoup, j'estime beaucoup. Ce n'est pas à moi de les présenter. Bien sûr. J'ai dit bonne année à vous tous, bonne année à tous vos téléspectateurs, téléspectatrices. Ce qui est important, c'est que, comme vous venez de dire, vous savez, le monde de 2024 s'est terminé par non seulement le discours de notre chef de l'État, mais le monde s'est terminé par un grand sommet qui a été organisé par les Nations Unies, le sommet de l'avenir. Le sommet de l'avenir. Et dans ces sommets, et dans les conclusions et les annexes qui ont été signées, il faut voir un monde dans un avenir caractérisé par les valeurs, par la justice, par les lois. Et tant que le monde que nous voulons soit caractérisé par ces éléments, nous pensons que l'avenir est prometteur. Et nous voulons faire partie de ce monde-là, où nous sommes respectueux des valeurs, de la culture, des lois, de la justice. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes ici. Parce que nous voulons montrer que chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter. Et nous pensons que c'est dans cette logique-là que nous sommes ici réunis. Merci, professeur Elvis Ngolé. Ravi de vous voir vivant, alors que beaucoup vous ont annoncé mort à travers les réseaux sociaux. Nous sommes, une fois de plus, contents de, justement, votre présence parmi nous ce soir. Je m'en vais vers ma gauche assez lointaine, et je peux le dire comme ça, avec un autre docteur. Lui, il porte l'estampille de la société civile. Jean-Moïse Mbok nous accompagne justement sur nos différentes productions. C'est toujours un plaisir d'avoir sa sagacité intellectuelle sur nos plateaux. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je veux particulièrement dire ici mon émotion d'être sur un plateau comme celui-ci avec ces sommités. C'est avec beaucoup d'humilité que je m'insère comme ça dans cette hiérarchie intellectuelle du Cameroun. Vous pouvez imaginer la difficulté dans le casting qu'il y a eu aujourd'hui. Bon, et vous voyez donc que je me sens honoré de faire partie d'un panel comme celui-ci, et je suis de ceux qui pensent très humblement que même si je ne dis rien ce soir, j'aurais appris en écoutant les uns et les autres. Et c'est ça en fait qu'il faut que la jeunesse comprenne. C'est que les aînés, il faut savoir apprendre d'eux. Et ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Parce que parfois quand en face on a mieux dit, tant mieux c'était. Donc, comme dit souvent le DP Somba, mon bonheur est heureux. Que nous savions au passage. Que nous savions au passage d'être de ce panel. Et voilà, je veux dire ici, pour sortir ma compassion au peuple de Los Angeles, de la Californie, avec tout ce qui s'est passé là-bas. C'est bien un message qui montre la vanité de la vie. Tout à fait. Et qui rappelle à tous les hommes, à tous les mortels, que peu importe la quantité de biens qu'on accumule, en un seul instant, tout peut s'en aller. C'est le quartier de Beverly Hills qui est particulièrement rasé. Je dis rasé. Quand vous voyez les images à partir de drones, c'est incroyable. Pour moi, je fais le parallèle juste pour dire à nos dirigeants en Afrique que voilà la vie. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui s'est passé à Los Angeles, vous voyez un peu comme ça se passe chez nous en Afrique, où on a parfois l'impression que certains leaders se comportent comme des étrangers chez eux. Ça fait mal. Très mal. Et ça nous parle quand même. Donc la société civile ici trace juste le parallèle pour dire attention, la vie humaine, elle est éphémère. La vie humaine, c'est une vie de responsabilité. Il faut prendre soin des autres. Et qu'on
foi en Dieu ou pas, on rendra compte. On rendra compte et il faudra que chacun retienne que je rendrai compte des 5 personnes que je gère, des 10 personnes que je gère, des 1000 personnes que je gère. Nous allons parler du Cameroun, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique en fait qui a besoin d'une mue, mais d'une mue de leadership. Et je suis donc de ceux qui pensent que c'est plus une affaire de personnes puissantes, d'hommes forts, mais des institutions fortes. C'est à partir de ces institutions fortes qu'on peut construire dans la projection des concepts qui vont survivre aux différents présidents qui vont passer. Parce qu'aux États-Unis, on a plusieurs présidents qui passent, mais le concept est là. Le fil conducteur est là. Il faudra que l'Afrique puisse copier ce genre de fonctionnement. Et ça fait donc que quand les populations se retrouvent dans un concept, dans un fonctionnement, dans une projection, vous voyez qu'on n'a plus trop une affaire de personnes, on a une affaire de vision. Et c'est là que nous allons aller ce soir. Merci Jean-Moïse Mbok pour cette introduction. Je prends un moment particulier pour introduire mon 4e et dernier invité. C'est un enseignant émérite de communication, de journalisme, mais justement, il a captivé l'attention de l'espace public camerounais avec sa fonction, ou alors sa formation politique, le professeur Olivier Billet. Et parmi nous ce soir, c'est un bonheur pour moi particulier de l'avoir sur ce plateau, vu qu'il est enseignant, et c'est pas un secret du journalisme, mais surtout qu'il est homme politique de premier plan, avec lequel justement on va beaucoup épiloguer sur les prochains mois très sensibles de notre pays, le Cameroun. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir et merci à vous Stéphane Barga. J'ai presque envie de me taire. Après ce concert de paroles extrêmement juste et très avisé, je voudrais dire, et si je devais le dire en anglais, je dirais I'm privileged this afternoon to be here. Oui, c'est un honneur véritable d'être là. Ça faisait longtemps d'abord déjà. En plus, vous mettez en présence d'un parterre d'acteurs qui sont des acteurs de très haut niveau. De très haut niveau. Permettez-moi de les citer chacun, parce que ce sont des amis. Je les considère comme des amis personnels. C'est des gens que je connais personnellement. Je veux dire ma satisfaction, mon plaisir d'être en présence du professeur Elvis Ngolé ici. Professeur Elvis Ngolé est quelqu'un avec qui... il n'y a pas longtemps, nous étions encore quelque part ensemble. Ici, ça remonte même à longtemps. Il y a été ailleurs. Et on est toujours en phase. C'est un homme de grande pondération. C'est un grand homme. Je crois qu'on a besoin au Cameroun d'avoir autant d'hommes. Une capacité d'élévation comme cela. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour le professeur Ngolé. Je peux également vous dire que j'ai une relation tout à fait spéciale aussi avec le colonel docteur Didier Badiak. C'est un ami personnel. Et je ne vais pas vous dire ici ce que nous avons eu l'occasion de faire ensemble. Mais je peux vous dire que nous avons fait de grandes choses ensemble, des choses utiles pour le Cameroun et pour l'Afrique. Et ce qui me plaît chez lui, véritablement, c'est cette espèce de capacité d'investissement personnel. Vous savez... quand vous regardez autour de nous, il y en a beaucoup qui pourraient, mais qui préfèrent demeurer au chaud. Préfèrent demeurer en silence, qui ne se mouillent pas et qui ne viennent pas dire ce que l'Afrique a besoin d'entendre. Et vous savez, dire ce que l'Afrique a besoin d'entendre, ce n'est pas nécessairement chercher à tout casser, non. C'est aussi un homme de grande éducation. Même pour un militaire, je suis généralement extrêmement frappé de la capacité qu'il a à déployer, à dire des choses avec beaucoup de subtilité, mais surtout de vérité. Je suis très content d'être en sa présence aussi cette fois. Le docteur Jean-Moïse Mbok est c'est un autre ami de très longue date. Il sait aussi ce qu'on a fait ensemble. Je ne vais rien dire ici, mais... cher Jean-Moïse Mbok, c'est un plaisir d'être en ta présence. Plaisir partagé. Et je crois que nous allons certainement nous reparler à la fin du programme. Merci. Et je terminerai, si vous le permettez, quand même par un mot de bonne année à nos concitoyens. Tout à fait.
Tout à fait. Vous savez que l'homme politique, bien sûr, allez-y, professeur. Se montrer parfois comme ça toujours convenable vis-à-vis de ses concitoyens. Oui. Je voudrais adresser vraiment mes vœux les meilleurs aux Camerounais et leur souhaiter l'accomplissement de leurs rêves les plus profonds, leurs aspirations les plus profondes. Oui. Parce que dans la vie, nous avons besoin d'avoir des aspirations. Les êtres humains qui n'aspirent pas à quelque chose ne peuvent pas souhaiter quoi que ce soit. Donc il faut, vous connaissez le fameux « qu'il te soit fait selon ta foi ». Oui. C'est vrai qu'on va évoquer les aspirations des Camerounais dans quelques minutes, voilà. Cher président Billy. Voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Bonne année à l'ensemble de nos concitoyens et puis merci pour l'invitation. Merci professeur Olivier Billet pour cette confiance. Justement, lorsque nous prenons la parole ici à l'instant pour nous déporter du côté de la Côte d'Ivoire avec le concours de la réalisation, nous allons ensemble revenir justement sur cette saga qui n'en finit plus de faire réagir du côté d'Abidjan. Je prends le tout premier jet avec vous, Jean-Moïse Mbok. Alors, on ne sait plus finalement ce qu'il en est du projet politique du président Ouattara. Il y a quelque temps encore, du côté de l'épiscopat ivoirien, on lui demandait de savoir partir. Lui-même, il y a quelque temps, disait ne plus être emballé par la perspective de notre mandat. Mais lors de la présentation de vœux, jeudi, on a vu un président Ouattara qui, je cite, se sent en pleine forme et désire continuer à servir son pays. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? Il part, il reste? C'est un flou artistique. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je retiens beaucoup plus un homme qui veut se protéger, qui veut couvrir ses arrières. Oui. Vous vous souvenez quand même que le contexte ivoirien est assez particulier. Il a pris le pouvoir comme il a pris. Je ne vais pas qualifier, mais chacun sait comment ça s'est passé. À la clé, le président qui était avant lui a été traduit et incarcéré à La Haye, oui, avec beaucoup d'adversaires. Il y a eu mort d'hommes, on parle de pratiquement 30 000. Peut-être les chiffres ne sont pas bons, mais alors la situation en Côte d'Ivoire pendant 10 ans a été extrêmement difficile. On a fait paix, réconciliation, on a essayé de remettre les gens ensemble, et ainsi de suite. Mais dans l'élection présidentielle qui arrive, vous avez deux anciens bagnards qui sont candidats. Blé Goudé est candidat, Laurent Gbagbo est candidat. Il y a d'autres personnes même qui sont candidats. Il y a même Guillaume Soro Guillaume Soro, voilà. Semble aussi... Lui aussi qui a eu ses mésaventures avec le président Ouattara. Donc, en 10 ans, il s'est créé plus d'ennemis politiques que d'amis. Oui. Ses premiers ministres, certains sont morts, certains ont été démis de leurs fonctions, et ainsi de suite. Donc, voilà un monsieur qui se sent pratiquement seul dans ce paysage. Il a dû faire revenir son ancien premier ministre, qu'il a fait conseiller spécial à la présidence, parce qu'il fallait qu'il ait quelqu'un de poids quand même, Hachi, quelqu'un de poids auprès de lui. Donc, c'est un président qui aujourd'hui se rend compte que la situation sociale reste fragile. Elle reste fragile parce que un nouveau président arrive, disons n'importe quoi, Blé Goudé, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas se venger? Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne voudra pas se venger? Laurent Gbagbo, je le sens un peu plus réservé. Il vient de se remarier, il fait le beau garçon, il me sent. Donc, lui, je le sens. Voilà, justement. Donc, lui, je le sens moins vindicatif que Soro en tête, Blé Goudé ensuite. Donc, pour ma part, je vois un président qui se dit si je laisse l'affaire-ci, ça peut se retourner contre moi avec le prochain président. Donc, tant qu'il n'a pas de visibilité sécuritaire, parce que Macky Sall a eu sa sécurité, il a eu toutes les garanties. Il laisse parce qu'il a eu des garanties. Aujourd'hui, avec les faux coups que les Français finissent par exposer, en fait, ils s'exposent eux-mêmes dans les faux coups, comment Gbagbo a été arrêté, envoyé en prison, comment les mallettes ont circulé, et ainsi de suite. Monsieur Ouattara est dans un contexte particulièrement fragile, friable. Il est sur des sables mouvants. Donc, je ne vous cache pas que moi, j'aurais été à sa place, j'allais rester au pouvoir. Parce que là, c'est pour ma sécurité. Alors, c'est de dire, manquer à sa parole. Oui, mais écoutez, votre sécurité vaut mieux que dire une parole et puis dire, bon, je voulais me reposer, mais je me suis rendu compte que je suis très fort et que mes populations ont dit, non, on a besoin de toi, et ainsi de suite. Donc,
il va s'appuyer sur le projet économique qu'il a mis sur pied en Côte d'Ivoire, les différents investissements qui sont en train d'être faits là-bas. Il va s'appuyer dessus. Mais je dis, au fond, c'est une protection sécuritaire qui l'amène à vouloir se représenter. S'il a des garanties demain, s'il y a de bons négociateurs, il pourra laisser, comme il a dit lui-même, à une plus jeune génération. Mais il a rappelé qu'il est encore fort, qu'il est en bonne santé, qu'il peut diriger le pays. Je ne pense pas qu'il va laisser tomber. Alors, vous ne pensez pas qu'il va laisser? Pour ceux qui, justement, n'auraient pas eu écho de cette communication du numéro 1 ivoirien, prenons un court extrait justement de cette prise de parole. Il s'adressait justement au corps diplomatique et au corps constitué ivoirien qui justement était venu lui présenter les vœux de meilleure année 2025. Exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je suis en pleine santé, professeur Olivier Billet, et désireux de continuer à servir mon pays. Le président Ouattara lui-même est conscient de sa parole, sa promesse non tenue, mais il dit il a écouté son parti et que bon, il laisse voir venir en politique. Qu'est-ce que ça veut dire en langage politicien? Je suis là ou je suis plus là? Écoutez, cet extrait permet d'appréhender ce qu'on pourrait appeler la communauté de destin qui existe au sein de la classe politique africaine. Oui. Depuis le début des processus de démocratisation, en tout cas de ceux qui en tiennent lieu en Afrique. Et cette communauté de destin étant essentiellement celle du discours que ou plutôt de la parole, qui n'est jamais respecté par les acteurs en présence. Oui. Il y a un déficit de parole. C'est-à-dire que, et tout ceci, Stéphane Barga, est la conséquence de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer avec beaucoup de légèreté. C'est la conséquence d'une certaine culture politique à laquelle ont été, je dirais, socialisés l'essentiel de ces gouvernants africains. Francophone, on peut ajouter? Surtout francophone, mais on en trouve aussi chez les anglophones. Oui. C'est pas seulement une affaire qui caractérise les francophones, mais c'est véridique. Parce que, vous savez, sur le plan, c'est même... le professeur Ngolé est là, hein, et puis, voyez-vous, il y a eu, au tournant du XVe siècle, un phénomène majeur qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Oui. Et que, que beaucoup ne sous-estiment souvent, même dans la classe intellectuelle, on n'est pas souvent assez conscient de ce qui s'est passé. Il s'est passé simplement que il y a un ouvrage célèbre qui a été publié au début du XVIe siècle par un certain Nicolas Machiavel. Le prince. Le prince de Machiavel. Cet ouvrage, en réalité, est venu établir un nouveau modèle de conception de la politique et de cadastre politique chez les acteurs. Une nouvelle manière de concevoir la politique. Donc on sort du modèle qui était le modèle précédent où dans la société l'élément de référence de base était quoi? C'était Dieu. La vertu. C'était le principe de la vertu divine. À la Socrate, par exemple. Je dirais à la Saint-Augustin, qui a été un penseur aussi du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et sans doute le modèle d'une société idéale selon Platon. Oui. Voyez-vous, on sort de ce modèle où il y a un certain nombre d'exigences et de repères axiologiques et éthiques forts au sein de la société pour basculer vers un modèle où on dit aux gens que désormais, c'est fini.
la logique... il n'y a plus de parole. La logique de la parole, c'est fini. Tout ce qui peut avoir de l'utilité, la fin justifie les moyens, en réalité. Et vous voyez que lors des siècles qui ont suivi, on est arrivé à des gens comme parvenus à tout un ensemble de penseurs, notamment à l'époque des Lumières, qui de la même manière ont rejeté ces bases éthiques fondamentales. Sartre, autre Sartre avec les mains sales, mais Sartre c'est même le 19e siècle, parce que bien avant Sartre, au 18e, vous avez des gens comme Hobbes. Thomas Hobbes a théorisé le Léviathan, qui est un ouvrage absolument majeur, qui montre comment est-ce que l'acteur politique doit se comporter. Est-ce qu'on est obligé de copier toutes ces... Ce qu'il faut dire, Stéphane Barga, ce cadastre répressif là dans les politiques. Ce qu'il faut dire, c'est que précisément, vous voyez, entre le 16e et le 20e siècle, la plupart de nos acteurs qui ont été aux commandes en Afrique, ceux qui ont accédé au pouvoir depuis ce qu'on a appelé les indépendances, eh bien, ont été, j'ai envie de dire, éduqués à l'école occidentale. Et l'école occidentale a comme modèle de référence précisément ces penseurs que nous venons de mentionner. Et vous voyez à quel point est-ce que les gens ont été, j'ai envie de dire, nourris, moulés et j'ai envie de dire fixés dans cette manière de concevoir le monde et la société et surtout le gouvernement des sociétés. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils sont habités par cela. Donc, quand un homme qui a été travaillé comme ça arrive au pouvoir, lui, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que fondamentalement, il peut remettre en cause ce qu'il a dit aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que vous voyez que la politique chez nous, je vous assure, j'ai fait une expérience absolument extraordinaire avec notre affaire de l'ATP, l'Alliance de transition pacifique. C'est-à-dire que j'ai vu là-dedans, de manière absolument... Mais là, c'est avec des générations plus jeunes. Une capacité de remise en cause de la parole absolument effroyable. Et donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge aussi longtemps que le paradigme demeure. Merci, professeur docteur Didier Badjek. Alors, le président Ouattara, c'est toute une vie dans la haute galaxie institutionnelle du côté de Côte d'Ivoire. Président depuis 2011, il est à son 4e mandat. Il ambitionne ou pas un 5e. Le professeur Billet met un point d'honneur à la parole donnée et il s'évertue aussi à nous faire comprendre qu'il y a un modèle justement qui implémente l'action politique de ces acteurs-là, qui est celui de travestir la parole donnée. Est-ce que justement aujourd'hui on n'est pas en voie de se poser des questions justement quant à la qualité des acteurs politiques qui essaiment notre continent? On a fait le parallèle avec l'Afrique francophone, mais on se rend compte que, par exemple, au Ghana, on ne sait même plus qui est président, puisqu'il se succède sans que cela ne fasse l'objet d'un grand écho. Mais en Afrique francophone, on a l'impression, justement, qu'il y a justement une façon de voir le pouvoir, de faire la politique, qui est complètement en déphasage avec, justement, ce que la politique est censée être. Bien, il faudrait comprendre que la politique est également assez dynamique et qu'on a un ADN d'homme politique pendant une période et aujourd'hui on a un autre ADN. Et avant, c'est-à-dire la période de nos vieux présidents d'aujourd'hui, ils avaient 4 qualités particulières. Une très grande réserve, très grande réserve dans le langage, une appréciation des futuribles, n'est-ce pas? Une intelligence dans la décision, une opiniâtreté dans l'action. Mais qu'aujourd'hui, il y a le populisme qui est arrivé et qui permet la contradiction. Vous avez un président comme Trump qui en est l'exemple le plus patent. Il dit une chose aujourd'hui, demain il refute cette chose, il dénie. Donc aujourd'hui c'est une façon de piloter, de travailler. Il faudrait aussi savoir une chose, c'est que l'opinion veut plus savoir qu'avant. Ça c'est assez compliqué, c'est-à-dire que l'opinion voudrait jouer un rôle qui est autre même que celui qu'il a joué en étant le peuple qui a élu le président, mais qui voudrait savoir quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il prend ses vacances et qu'il les arrête, et que aujourd'hui ça devient un peu compliqué de diriger dans ces conditions-là. Mais il y a quand même un phénotype qui est assez particulier, qui sied très bien c'est-à-dire que la parole, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va dire quelque chose aujourd'hui, on va... Est-ce que c'est normal? Est-ce que, justement, on ne peut pas s'interroger aussi sur les peuples africains qui font confiance à des hommes qui n'ont pas de parole, malheureusement? Je voudrais vous dire une chose, c'est que c'est pas la manière qui va élire le président. C'est le nombre d'affidés qu'il fera, même dans le mensonge.
La ruse. Oui, la ruse, le mensonge, la perfidie, la félonie, tout ce que vous voulez, vous devez savoir. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, vous allez voir la contradiction qui est majeure. Ouattara lui-même, j'ai vu une interview où il disait que c'est difficile. Comment lui il fait? Il travaille jusqu'à 23 heures après son dîner et il se lève à 4 heures. Mais s'il vous plaît, laissez-moi partir. Oui. Il l'a dit. Il l'a dit. Aujourd'hui, peut-être qu'il a fait plus d'abdominaux. Et il a fait plus de sport, et qu'à cet effet, il lui semble qu'il peut envisager encore d'autres choses. Et ils sont toujours aussi dans l'équivoque. Oui. Parce que son message ne dit jamais qu'il va se représenter. Disons que, voilà, c'est-à-dire qu'on converge peut-être vers cette solution. Mais il prend aussi son parti à témoin. Il fait savoir que c'est son parti qui l'amène vers cette orientation. C'est pas inné, c'est pas de sa propre volonté. C'est la loi. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que l'on clame la démocratie, et qu'on ne lui trouve pas, n'est-ce pas, sa manière de se développer. C'est bien une expression qui est libre. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des mauvais présidents qui sont élus à la majorité, rien ne va empêcher qu'ils soient des présidents. Donc, c'est un peu cela, il y a deux enjeux. Les enjeux, c'est ceux qui élisent le président. Est-ce qu'on a ratissé suffisamment l'âge? Est-ce que cette frange-là représente, n'est-ce pas, la population? Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque le candidat est élu, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir cédé à la condition même de la démocratie, c'est-à-dire la majorité. Merci, Dr Badjek. Professeur Elvis Ngolé. Alors là, on a justement ce qui pourrait paraître comme des cas d'école, avec justement cette théorie de l'homme providentiel. On a l'impression que dans notre cocon francophone, il y a des hommes qui estiment qu'ils sont tout à un seul. Le président Ouattara, il dit c'est mon parti. Et on a l'impression que la Côte d'Ivoire commence et s'achève avec lui. Sans lui, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Cet exemple pourrait être pris ailleurs, rassurez-vous. Mais est-ce que cette posture d'homme providentiel sied encore justement à nos latitudes? Nous sommes en 2025, le monde bouge, mais on a l'impression qu'en Afrique francophone, on veut rester sur place. Oui. Vous voyez, j'ai commencé mes propos en disant que le monde 2024 s'est terminé par ce grand sommet qui a été organisé par les Nations Unies sur l'avenir du monde. Oui. Quel est le monde dont nous voulons faire partie dans l'avenir? Et donc l'Afrique fait partie de ce monde-là, et le Cameroun en particulier. Vous savez, Stéphane, j'ai eu pendant de longues années enseigné 3 cours à l'université, en particulier à l'Institut de Relations Internationales du Cameroun, l'IRIC, et à l'Université catholique d'Afrique centrale. Tout à fait. Ces 3 cours sont les suivants. Le système politique africain, la politique étrangère des États africains et les partis politiques en Afrique. En enseignant ces 3 cours, j'ai beaucoup appris moi-même. Et je crois que j'ai eu à échanger avec nos étudiants africains, camerounaises, pendant les longues années. Oui. Et ce que j'ai retenu, c'est que quand nous, on était jeunes, les jeunes étudiants faisaient des études de doctorat et tout, à l'étranger, à l'Occident, dans mon cas aux États-Unis, c'était clair pour nous que l'avenir de l'Afrique, c'est que tous les fils et filles africains doivent revenir en Afrique pour construire l'Afrique. Et je crois qu'on ne regrette pas. Nous sommes tous revenus ici, après nos efforts pour faire des études que nous avons fait, et c'est une bonne chose que ces filles et fils africains sont revenus. Oui. Nous sommes ici pour construire cette Afrique dans un monde de l'avenir, qui est un monde de promesses, un monde promoteur. Quand on parle ici maintenant de cette situation, le professeur, je l'appelle président, mon ami, le professeur Billet, vient de parler là sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel. Sur le plan de la parole donnée, monsieur le ministre. Il a bien tracé. Oui. Que nous avons fait ces études depuis pour voir tous la pensée platonique, Aristote, Augustin, et tout, Locke, Hobbes, et Montesquieu, et tout. Nous avons eu... Ce sont des références sur le plan éthique, sur le plan idéologique. Ça nous donne des références. Et puisque nous avons eu à étudier tout ça, et c'est sur cette base que nous avons été tous diplômés.
Et nous sommes fiers de rentrer de l'Afrique pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire cette Afrique. Oui. Et nous sommes là. Vous voyez, quand vous regardez l'Afrique, depuis plus de 60 ans, nous avons une cinquantaine de pays, disons 54 pays, Oui. parmi lesquels il y a le Cameroun et il y a la Côte d'Ivoire. Oui. Ces pays-là, quand vous faites les études africaines, ou bien vous enseignez le cours des études africaines, on dit, ce sont tous les systèmes politiques africains. Ce sont tous des systèmes politiques. On dit, un système politique, c'est quoi? Soit c'est un État, ou une nation, ou vous voulez dire en sciences politiques, un État-nation, qui se dit soit une république, cela dit que c'est le peuple qui décide, Oui. ou une monarchie, ça veut dire que ça vient de sang, Oui. ou bien une théocratie, ça veut dire que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, oui. Nous avons étudié tout ça, et pour nous, on s'est dit en Afrique, ces 54 pays sont pour la plupart les républiques. Il n'y a que peut-être une qui est une monarchie, ou deux. Oui, on a le Maroc, on a... Oui, le Maroc et ceux de l'Afrique australe. Swaziland. Et Swatini. Oui, Je crois Swatini, que c'est les oui. deux. Donc le reste, 52, sont les républiques. Ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire est une république comme les autres 52 systèmes politiques. À ce niveau, professeur, est-ce que la parole donnée ne compte pas? C'est pour cela que je dis que Demain, je ne parle plus. c'est pas ça. Quand on dit donc en république, nous sommes en république. La Côte d'Ivoire est un système politique qui est une république. En république, donc, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le pouvoir est organisé comment? Le pouvoir s'exerce comment? Et par qui et comment? Si vous regardez ces systèmes politiques africains que nous appelons les républiques, dont nous faisons partie, puisque le Cameroun est aussi une république comme la Côte d'Ivoire, vous allez voir quoi? On dit les systèmes politiques fonctionnent sur la base d'un certain nombre des éléments qui sont fondateurs. Parmi ces éléments, c'est les valeurs, c'est-à-dire qui sont engagées en termes de la culture. Quelle est la culture politique? C'est-à-dire, quelles sont les traditions? Quels sont les normes? Quels sont les standards? Ça, c'est un élément clé pour le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement d'un système politique. Quelles sont les institutions, c'est-à-dire les structures? Si vous étudiez la théorie du fonctionnalisme structurel, une société, un système politique fonctionne sur la base de la création de structures. Ces structures, ce que nous appelons les institutions, sont là, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ils sont là. Ces structures sont créées et sont animées par vous et moi, les hommes en République. Et le rôle, c'est quoi? Et à travers ces structures, il y a des lois, bien sûr, il y a les lois et tout. Maintenant, si vous regardez tous ces éléments-là, vous pouvez comprendre le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le président Ouattara peut dire une chose aujourd'hui et demain dire le contraire. En République, hein. On a l'impression que c'est là, monsieur. Non, en République, qui est la Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qui compte? On se demande. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu un passé, une histoire qui est bien connue. C'était pas tellement... puisque nous connaissons tout ce qui s'est passé. Oui. Mais ces derniers temps, nous avons vu qu'il y a le président Ouattara qui est là. Qui travaille. Qui travaille. Oui. Sur la base de quoi? Sur la base de la culture politique ivoirienne, c'est-à-dire les valeurs ivoiriennes, sur la base des lois et des ivoiriens. Et sur ces bases-là, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il gouverne hors des valeurs. Il a la loi pour lui. Il a ça. On va tomber, professeur. Maintenant, si c'est sa parole, on compte sur sa parole. Oui. On se dit, mais est-ce qu'on peut gouverner sans tenir sa parole ou bien est-ce que c'est possible? Vous demandez, est-ce que la culture politique ivoirienne permet à ce que ça soit fait? On a l'impression que c'est le cas. Mais merci, professeur. Jean-Moïse, rapidement. À côté de ce que tous les aînés ont dit, et je corrobore, je veux simplement rappeler que quand je parlais de revoir nos institutions, je prends un seul élément, la nature des mandats. Oui. C'est-à-dire que la majorité des pays africains ont adopté le mandat représentatif et non impératif. Oui. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, qu'on aime prendre un exemple, le mandat est impératif. C'est-à-dire le leader a l'obligation de rendre compte à ses administrés.
Le drame en Afrique, c'est que tous les mandats sont représentatifs. C'est-à-dire que celui qui est en fonction n'est pas obligé de vous rendre compte de ce qu'il fait, de comment il le fait. C'est dans la Constitution. C'est ça le problème de l'Afrique. Et si les Africains ne traitent pas un problème comme celui-là, par exemple, où nos leaders sont obligés de nous rendre compte, on sera toujours confronté à ce genre de situations difficiles. Oui. Difficiles parce que vous dites une chose et son contraire, et personne ne peut rien vous dire. La logique qui est sibylline, qui est intégrée de manière très subtile comme ça, mais pour moi, nous, la société civile, c'est diabolique, complètement diabolique, parce que un élu a quand même l'obligation, parce que vous l'avez élu, de vous rendre compte. Il a l'obligation de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Le problème n'est pas le compte rendu, le problème la nature du mandat vous oblige ou pas. Oui. Quand c'est représentatif, il n'est pas obligé de vous expliquer quoi que ce soit. L'Afrique a donc pris le volet de la démocratie qui l'arrange et a laissé le volet qui dérange. Le volet de l'impérativité qui est celui de rendre compte étape après étape de comment on gère le pays. C'est pour ça qu'en France, par exemple, quand il y a un souci, mais écoutez, c'est toute la France qui se lève. Oui. Vous voyez comment le Parlement est puissant. Oui. Vous voyez comment on peut mettre un chef d'État. Voilà, elle est puissante parce que, en fait, qu'est-ce qui est, moi je me fais les parallèles, hein, c'est pour qu'on comprenne. Parfois vous nous titillez souvent ici, oh mais la société civile n'est pas présente, elle n'est pas puissante. Dans un mandat représentatif, la société civile ne peut pas être puissante. Elle est puissante sur la base de l'impératif qui dit, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Nous, la société civile, on le note. Et puis quand on vous relance, quand on vous pose les questions, c'est sur la base de ce que vous avez annoncé. Et c'est parce que c'est impératif. Au Cameroun, pour prendre le cas du Cameroun et dans la majorité des pays de l'Afrique francophone, le mandat est représentatif. Ce qui fait donc que le député, le maire, le chef de l'État, ainsi de suite, il vous annonce ce qu'il va faire et demain il peut dire autre chose. Merci. C'est ça le problème. Merci Jean-Moïse Mbor. Professeur Olivier Billet, il y a cette logique sur laquelle moi je voudrais bien m'appesantir. Vous avez évoqué votre expérience désastreuse avec certains acteurs dans la transition, la plateforme qui est la vôtre. Est-ce que cette logique d'homme providentiel n'est pas véritablement au finish ce qui plombe justement l'esprit et les capacités des politiques africains francophones à pouvoir se surpasser et peut-être à pouvoir respecter les engagements qu'eux-mêmes ils auraient pris face à leur peuple? La logique d'homme providentiel, on parle de grands camarades, on parle de grands patrons, on parle du soleil et de la terre en une seule personne. Est-ce que cette logique-là n'est pas celle, même chez vous à l'opposition, vous avez de la peine à vous rassembler autour d'une seule personne? Est-ce que cette logique-là n'est pas véritablement le véritable plomb qui empêche à ce que cette transition se passe de façon claire, comme au Ghana par exemple? Alors il y a eu, je crois, un propos assez fracassant à une époque de Barack Obama, qui disait à une époque que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Oui. Je crois que ce propos a dû partir du constat de ce que le caractère erratique, le caractère, j'ai envie de dire, instable de la vie politique africaine a dû lui sembler lié au fait que, comme l'évoquait tout à l'heure le prof Ngolès quand il parlait des institutions, je crois que Dr Mboka a également évoqué le thème des institutions, que les institutions africaines, d'une manière générale, et particulièrement en Afrique francophone, sont d'une, j'ai envie de dire, d'une fragilité volontairement construite, hein, qui est absolument, je dirais, effarante. C'est-à-dire que il y a une personnalisation de la fonction. Exactement. Elle devient individuelle. On a travaillé très subtilement, souvent avec des conseillers, des cabinets, des cabinets étrangers, occidentaux très outillés, pour que précisément nous ayons des appareillages institutionnels qui soient aussi friables, aussi fragiles. Mais qui sont caractérisés par une seule personne, il faut le dire aussi. Non, mais Stéphane Barga, la personne qui est aux affaires, celui qui dirige le pays à un moment donné, sait parfaitement que la constitution de mon pays, les institutions de mon pays, me donnent la possibilité de me présenter à une élection ad vitam aeternam. Et que je peux gagner chaque fois que je vais me présenter. Je ne gagne pas parce que je suis fort.
Je ne gagne pas parce que j'ai un bon bilan. Je ne gagne pas parce que je suis... On peut s'interroger aussi sur cet aspect. Entendons-nous bien. Gagner pour gagner, mais gagner pourquoi? Non, mais c'est une longévité. C'est une longévité. Nous sommes permanents permettent à ce que justement l'Afrique se développe. Nous sommes unanimes sur ce plateau, sur le fait qu'il n'y a pas de son discordant, que ce qui se passe n'est pas bon pour l'Afrique. Voilà. Clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc vous enfoncez les portes ouvertes. Hein. Comprenez? Nous, on ne va pas justifier des agissements qui ne sont pas bons pour l'Afrique, clairement. Mais nous essayons de faire comprendre ça à notre public. Pourquoi est-ce que ces gens-là se comportent comme ça? Mais c'est précisément parce que leur culture de base, au plan politique, est là. Nous l'avons évoqué ici. Mais aussi les institutions qui ont été mises en place depuis le moment où on a dit que les États sont soi-disant indépendants. Mais est-ce que ce sont les institutions qui étaient pertinentes véritablement? Est-ce qu'on peut estimer d'ailleurs, Stéphane Barga, que des pays, au fond, et là je vais aborder une thématique un peu particulière, des États qui ne s'autodéterminent pas de manière pleine et entière, est-ce qu'ils sont capables d'avoir des institutions où véritablement la démocratie s'exerce de manière optimale? Est-ce que la question de souveraineté ne s'applique que sur les États francophones, professeur Billy? Pourquoi ailleurs, où on a quasiment le même saupoudrage institutionnel en termes de souveraineté, est-ce que ça ne fonctionne pas là-bas de façon différente? Stéphane Barga, est-ce que cette question ne s'applique en Afrique francophone? La question... On est plus dépendant au Nigeria, au Ghana, qu'au Cameroun. Le professeur Ngolé pourrait nous parler, pourrait parler mieux que nous du système de l'indirect rule qu'avait adopté le gouvernement, les Britanniques dans les temps de la colonisation. Et des circonstances dans lesquelles, effectivement, ils avaient, on va dire, rompu l'exercice de leur colonisation sur les pays africains. Il me semble qu'il y a eu d'un côté, effectivement, une volonté réelle et sincère de partir. Et de l'autre côté, il y a une volonté subtile de demeurer. On a laissé croire qu'on partait, mais on demeurait. Et en demeurant, on a laissé en place tout simplement des acteurs qui n'ont pas cessé de se remplacer les uns les autres et qui savent que, au fond, ils ne sont pas là par une volonté démocratique. Non, ils sont là simplement parce que le mandarin qui est à Paris, eh bien, accepte, cautionne, décide de qui doit être là. C'est quand même à partir du moment, mais à partir du moment où vous avez évoqué la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il n'y a aucun peuple africain qui choisit. Mais Stéphane Barga, nous parlons des pays francophones. Vous savez dans quelles circonstances est-ce que Ouattara est arrivé au pouvoir? Tout à fait. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Je crois que cela a été évoqué tout à l'heure par le docteur Mbok. Et donc, moi, j'ai peur d'une chose, c'est que tant que nous n'aurons pas travaillé à corriger nos cultures politiques en Afrique, à avoir des institutions plus j'ai envie de dire, plus démocratiques. Parce que vous voyez bien qu'un pays comme la France, où Macron est à son deuxième mandat qui s'achève bientôt, il a déjà dit qu'il ne pourra plus se présenter. Et il ne peut même pas. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas? Mais si la France était un pays africain, encore que certains pensent que c'est un pays africain d'une certaine manière, dans une certaine mesure, mais fondamentalement, la France garde quand même ses repères de base qui font d'elle un pays, une nation occidentale qui pratique la démocratie libérale de manière totale et où un type ne peut pas transgresser la parole donnée, ou tout au moins le mandat qui lui a été donné par le peuple. Il ne peut pas. Parce que à la fois la culture politique, à la fois les institutions en présence, à la fois, j'ai envie de dire, la souveraineté même de l'État qu'il gouverne, ne le permettent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait donc que nous, Africains, soyons capables de remplir ces trois conditions, que nous ne remplissons pas encore, de mon point de vue. Merci. Docteur Badjek, partir pour revenir pour partir. Mais qu'est-ce qu'on fait justement du bilan de ces mandats à l'infini que nous constatons sous nos latitudes? Beaucoup estiment qu'à partir du moment où on est là, il faudrait rendre compte. Dr Mbok le disait sur ce plateau. Mais est-ce qu'il y a cette notion de compte rendu? Parce que beaucoup aussi, si on regardait les bilans, ne seraient plus aux affaires. Oui, c'est cela. C'est-à-dire que ça doit être l'élément fondamental d'une campagne. C'est-à-dire que si on a été au pouvoir, on devrait être capable de dire ce qui a été fait. C'est vrai que dans certaines conditions, certaines complexités peuvent
vous donner raison d'avoir géré comme ci ou comme ça. Parfois, certaines excuses faciles aussi. Non, moi je fais pas de polémique dessus. C'est-à-dire que moi je mets le contenu d'une campagne. Lorsque on sort d'un mandat, forcément, il y a une profession à donner, il y a un bilan à défendre et il y a une perspective à donner. Je mets dans l'excuse facile, par exemple, ces questions de souveraineté, ces questions de francs CFA pour les pays africains francophones, qui parfois sont instrumentalisés pour justifier des manquements managériaux qui sont visibles et criards. Je vais déjà vous dire que la dynamique, n'est-ce pas, de la transformation des politiques en Afrique a échoué juste après 1989. La démocratie est arrivée et on est revenu sur nos comportements d'antan très très rapidement. Il faudrait que vous le compreniez. On n'a pas suivi le profil asymptotique que on devrait poursuivre. Donc aujourd'hui, nous allons revenir à une sorte de culture hybride, malheureusement, qui plaît au contexte du moment. Et je voudrais dire que à un moment donné également, faut-il être aussi intransigeant quand on voit le temps que les anciennes démocraties ont passé pour arriver à ce moment, encore qu'ils n'y sont pas arrivés. Nous avons vu les campagnes qui viennent de se passer aux États-Unis avant. On a violé certains endroits qui... l'assaut sur le Capitole. Voilà, l'assaut sur le Capitole. On a vu effectivement maintenant en France, vous savez très bien que le président n'a pas de majorité et qu'on est en train de bricoler. Ça aussi, on peut porter, n'est-ce pas, des inquiétudes sur ce genre de gestion. Non, il faudrait dire aujourd'hui que les cultures se sont mitigées et qu'elles arrivent aujourd'hui dans un contexte qui est elles s'apparentent à un système totalement hybride où on prend ce qui peut nous satisfaire au moment qui est le plus nécessaire. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Merci, Dr Badjek, professeur Elvis Ngolé. Ça veut donc dire que si l'on s'en tient au référentiel et à ce qui est produit ici comme réflexion, on ne va pas dire, mais peut-être l'Afrique est mal partie. Non, l'Afrique n'est pas mal partie. Je suis parmi ceux-là, au moins sur le plan intellectuel et philosophique, qui refusent cette thèse-là, qui dit que l'Afrique est mal partie. C'est vrai, dans les faits, sur le plan intellectuel, que la naissance des États indépendants de l'Afrique était une naissance difficile. Un accouchement difficile. C'est le fait, puisque les conditions dans lesquelles ces États ont accédé à l'indépendance étaient très compliquées. Et on voit ces conditions qui sont encore là. Mais nous sommes 60 ans plus tard. Il faut qu'on refuse, c'est-à-dire 60 ans plus tard. 60 ans l'enfant marche déjà. Je suis tout à fait d'accord avec majeur. Mais malgré le fait qu'on a vécu 60 ans de cet accouchement difficile, je pense que l'Afrique et les Africains, sur le plan intellectuel, sur le plan d'autres plans, est prêt pour surmonter et pour faire mieux. Je suis convaincu, et c'est pour cela que ce qu'on parle tout à l'heure là, vous savez, les défis que nous avons dans ce nouveau monde et dans le monde à l'avenir, c'est que chaque Africain, ou bien nous tous, sur le plan intellectuel, on doit penser en disant, mais comment faire pour que cette Afrique, après 60 ans, soit meilleure les prochains 60 ans, avec tout ce que nous connaissons. Je pense que même si c'est la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou n'importe quel État, c'est à nous. Puisque si vous regardez par exemple la notion de la démocratie en Afrique, c'est une bonne chose que la plupart des pays africains ont opté pour la démocratie. Mais si vous regardez bien les références, vous allez voir que nous sommes encore sur l'influence de ce que le professeur Billet disait tout à l'heure, c'est-à-dire les références est toujours cette occidentalisation. C'est-à-dire la notion de la démocratie à l'africaine, ou bien avec ce qu'on dit... avec un roi. Oui, ce n'est pas... L'Africain doit... Le moment est venu pour les prochains 60 ans de faire la démocratie africaine avec les caractéristiques. C'est-à-dire quoi, c'est-à-dire comment s'exprime. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester éternellement dans les références tout à fait. de
occidentale. Occidentale, non. Ça ne va pas. Il faut un roi et les notables. C'est-à-dire que nous sommes capables, l'Afrique est à un point où, sur le plan intellectuel, nous sommes capables de penser, de construire, de manière à ce que... d'accord. Juste un petit mot du professeur Ngolé. Non, juste pour dire, pour adhérer dans une certaine mesure à ce qu'il dit. Tout simplement, mais préciser quand même que le choix, en fait, que les Africains devraient être honnêtes avec eux-mêmes. Il y a aujourd'hui dans le monde qui progresse, je dirais, 2 grands modèles qui se dégagent. Et je crois que depuis les temps du monde en 2 blocs, n'est-ce pas? On a un géostratège qui est là, Dr Badjek maîtrise parfaitement ces sujets. Eh bien, il y en a qui ont fait le choix, mais restons un peu dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui, parmi les plus avancés, qui sont des pays qui ont fait le choix de la démocratie libérale à l'occidental. Et puis, il y a un autre groupe de pays qu'on voit aujourd'hui avec la dynamique des BRICS, par exemple, avec la Chine notamment, avec la Russie, des pays qui ont l'honnêteté de dire que le modèle démocratique à l'occidental n'est pas celui que nous voulons. Nous préférons, en toute honnêteté, un modèle dans lequel, comme en Chine, vous avez un type qui, je crois qu'il est adoubé par les masses populaires. Et donc, un modèle plus centralisé, n'est-ce pas? Et un modèle dans lequel on a une sorte de je ne vais pas dire de monarque, mais enfin, une sorte de... Est-ce que l'heure n'est pas venue pour le choix, pour les Africains, de choisir de façon évidente le modèle qui leur sied le mieux Stéphane Barga, mais là-dessus, même les Occidentaux, il y a eu au XVIIe siècle, 17e et 18e siècle, ce qu'on appelait les despotes éclairés. Ce sont les despotes éclairés qui ont développé l'Occident. C'est-à-dire que c'était des despotes, mais éclairés. Mais au minimum, si au moins cette Afrique-là avait des gens qui, comme vous le dites, veulent demeurer dans une position de despote mais éclairée, mais il me semble que malheureusement on a des despotes plutôt obscurs. Et c'est ça peut-être le problème que nous avons en Afrique. Merci cher monsieur. C'était justement ce qui nous servait d'introduction sur ce plateau. Nous prenons une brève transition et nous revenons tout de suite pour évoquer la présidentielle 2025 au Cameroun qui est annoncée avec son florilège d'incertitudes et de peur. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu. Nous sommes désormais au Cameroun pour évoquer justement cette présidentielle 2025 qui est annoncée. Les acteurs fourbissent leurs armes. Justement, les formations politiques n'en finissent plus de communiquer sur leurs ambitions, tandis que la formation mastodonte principale au pouvoir, elle aussi, rassure ses troupes. Alors, on va justement épiloguer sur cette ambiance qui justement entoure cette présidentielle qui est annoncée. Faut-il avoir peur? C'est l'interrogation Dr Jean-Moïse Mbok. Alors que autour de nous, on a l'impression justement que certains aspects de la vie politique inquiètent. Beaucoup s'interrogent sur la longévité justement du président en place. Beaucoup ont même fait justement des débats sur justement le poids des responsabilités. La question de l'âge, en d'autres lieux, a été balayée. Au sein justement d'une certaine classe politique, on jure par tous les dieux que c'est tout sauf le président Biya. Est-ce qu'il faut avoir peur lorsque l'on voit cet enclivé qui justement fourbissent leurs armes pour la présidentielle annoncée? Alors, il faut déjà dire qu'on a 2 Camerouns. On a le Cameroun d'en haut. Qu'est-ce que je mets dans le Cameroun d'en haut? C'est les dirigeants. Oui. Et c'est tous les autres hommes politiques là. Eux tous. Ils sont en haut. Eux tous. Et puis on a le Cameroun du bas qui a ses réalités. Oui. Et qui parfois a l'impression
que ce duo refuse d'écouter, au moins écouter, au moins, et je dis que c'est une impression, on a l'impression qu'il n'y a donc pas de dialogue. Quand le professeur Bilé parlait tout à l'heure du mouvement qui a été mis sur pied et qui devait... La transition pacifique. Qui devait aujourd'hui, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Qui devait aujourd'hui être très clair dans la tête des Camerounais, c'est le flou total. Ça fait donc que quand je dis qu'il y a le Cameroun d'en haut, je le mets tout flou alors que le professeur a expliqué le flou, à hauteur de plateau le contenu de son projet. Non, quand je dis le flou, à la clé, on devait avoir un candidat. Après toutes les tractations. Peut-être en gestation. Non, après toutes les tractations, on devait avoir un candidat. Si je me trompe, le professeur me corrige tout de suite. Ça viendra quand même. Non, à la clé, en fait, vous allez me pardonner, mais là, je parle vraiment comme ma grand-mère au village. C'est-à-dire que je vous livre ici, à chaud, le sentiment du Camerounais lambda, pour que vous puissiez comprendre que nous avons aujourd'hui deux Camerouns. Le Cameroun du Bensekiner, à qui on va construire un gare à l'aéroport international. Ce qui est pour le moins surprenant quand même. Vous avez le Cameroun de ce petit vendeur à la sauvette, à qui le maire de la ville décide d'interdire de vendre à certains points précis, le garçon qui se débrouille dans sa brouette. Alors, quand est-ce qu'on l'a consulté pour lui dire, mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour toi? Rien. C'est-à-dire que le Cameroun d'en haut se lève un matin et décide que le prix du pain change, décide que le prix du sac de riz change, et vous informe. Et l'information, elle est sans appel. On a l'impression que les hommes politiques, on a combien? 500 partis politiques? Et peut-être plus. C'est un chiffre assez évocateur. Très bien. Alors, ça fait que... Oui, ça fait donc... 500 partis, c'est pour faire quoi? Ça fait donc que... Bon, je dis 500 comme ça, mais bon. Vous avez donc le peuple d'en bas qui, chaque jour, voit un acteur les abandonner, monter pour créer son parti politique. Les présidents, vous savez qu'ils sont tous appelés présidents, même ceux qui ont des partis dans les mallettes. Donc, on a, prenons votre chiffre, 350 présidents, plus 1. 351 présidents. Mais vous allez vous rendre compte que le président actuel et ses ministres et les autorités, ils sont en haut. Les autres présidents, ils sont en haut. On cherche qui est l'interlocuteur. Il n'y a pas une classe intermédiaire. On cherche. Et c'est là que la Il n'y a pas un leader intermédiaire. C'est là que la société civile essaye de rappeler que nous ne sommes pas ennemis de la République. Nous ne sommes pas non plus leurs amis, copains. Alors, quelle est votre perception alors que la présidentielle approche? Quelle est votre perception? C'est ce que je suis en train d'expliquer pour que vous puissiez comprendre dans quelle réalité nous nous trouvons. Vous avez ce Cameroun d'en haut de l'opposition, ce Cameroun d'en face au pouvoir, et vous avez le Cameroun d'en bas. Quand les prix augmentent, tout devient bizarre, tout devient compliqué. On cherche un interlocuteur, celui qui va parler pour les populations. Et on se rend compte que les hommes politiques sont en train de s'occuper de leurs choses, sont en train de lutter pour leurs choses. Et en face, on a des ministres comme le ministre du Commerce, qui se bat comme il peut, crée des foires, essaye de trouver des solutions. On ne va pas cracher sur ça, on apprécie. On peut mieux faire, mais on commence quelque part, on l'apprécie. La catégorie du bas, donc, ce sont ces gens-là qui sont les non-nèmes. Ceux qui ne vont jamais se retrouver à l'ENAM. Ceux qui ne vont pas facilement passer un concours de police. Ceux qui ne vont pas facilement rentrer et dans les grandes écoles et dans les différents métiers qu'offre pourtant la République. On est donc en face d'une situation où vous avez des jeunes diplômés, certains même sont surdiplômés, surqualifiés, ils ont fait 1000 stages, jamais ils ont été recrutés, certains sont partis au Canada, et j'ai échangé avec quelques-uns qui me disaient, même là-bas, vous savez, quand vous aimez votre pays, peu importe ce qu'on dit, vous voulez toujours rentrer chez vous. Et la question, c'est quelles sont les perspectives? C'est à ça que nous sommes rendus aujourd'hui. La seule peur que nous, à la société civile, on a, c'est jusqu'à quand cet individualisme sectaire
des hommes politiques, de ceux au pouvoir, va continuer au détriment des populations. On voit des hommes politiques sortir quand c'est fort, quand c'est chaud, quand M. Muscle du gouvernement a déjà commencé à sortir les muscles, à bomber le torse. Bon, on sort un peu comme ça, on essaie de parler et tout. Mais j'ai envie de demander aux hommes politiques ici, parce que j'en ai 3, j'ai envie de... Et c'est bien qu'ils sont mes aînés, et qu'ils m'aiment, ils vont me pardonner. J'ai envie de leur demander s'ils voient la souffrance des Camerounais. J'ai envie de leur demander s'ils voient les réalités des Camerounais. J'ai envie de leur demander qui, mieux qu'eux, va parler à Eneo. J'ai envie de leur demander qui, mieux qu'eux, va adresser les questions de la route, les questions de CNI et toutes les questions qui sont sur la table. J'ai envie de leur demander qui parle, qui en parle. Alors, et pour sortir, notre peur à nous, c'est que si ces gens ne changent pas leur attitude, leur comportement, principalement le gouvernement, qui, on l'a souvent dit sur ce plateau, se comporte un peu comme je suis arrivé, je vous dis ce que je veux vous dire, et ce que je ne veux pas vous dire, prenez ça comme ça vient. Il faut que ça change. C'est des impressions qui sont négatives. On a l'impression en face que les hommes politiques, chacun court pour sa chapelle. Chacun cherche sa sécurité à lui. Et les populations sont abandonnées. Il faut donc que tous ces sentiments s'arrêtent. La seule peur que nous avons, c'est que les gens se lassent, se fatiguent. Et deviennent incontrôlables. Oui, et disent, non, on va pas, les Camerounais ne vont pas arriver à ça. Mais vont dire, faites vos choses, on vous regarde. Peut-être c'est déjà le cas aujourd'hui. Professeur Olivier Billet, alors, on a assisté à une véritable saillie de la société civile contre les politiques que vous êtes, politiques d'en haut, selon les mots du docteur Jean-Moïse Mbok. Mais on a l'impression véritablement qu'il y a quelque chose qui boue, une marmite dont le couvercle est quasiment à la limite d'exploser. Alors, la faute à qui? La faute à quoi? À cette opposition-là incapable justement de se rassembler pour être cette alternative crédible, ou alors justement à cet état de choses qui voudrait que advienne que pourra, tant que nous y sommes, nous y restons. Alors, Stéphane Barga, oui, j'ai bien écouté le docteur Mbok, qui a raison, dans une certaine mesure. Mais je voudrais d'abord clarifier un certain nombre de choses, parce que, vous savez, docteur Jean-Moïse Mbok, c'est un fin gestionnaire de l'actualité camerounaise, et il sait parfaitement bien que, il y a 1 an à peu près, je prenais mon bâton de pèlerin pour me rendre vers mes collègues politiques de l'opposition, pour leur dire, écoutez, chers amis, face aux dynamiques en surobésité du système du parti-État, de facto, le peuple nous demande chaque jour de nous mettre ensemble, de nous réunir, essayer de nous mutualiser pour pouvoir aller à la bataille en rang serré. Qu'est-ce qui cloche? Alors, c'est un processus qui a commencé. Là, c'est le diplomate qui parle. Le processus a commencé. Et à mi-parcours, les problèmes ont commencé également. C'est le docteur Badjek tout à l'heure qui parlait de félonie, de logique de traîtrise, de trahison. C'est une logique que vous reprochez au camp d'en face, vous devez trouver aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le drame, justement. C'est-à-dire que Stéphane Barga, c'est une expérience qu'il faut faire dans une vie. Sinon, vous ne connaissez pas la vie. Si vous n'avez pas fait cette expérience, vous ne pouvez pas connaître les hommes. Celui qui n'a pas fait une expérience politique de cette nature ne peut pas connaître les hommes. Et donc, l'homme camerounais est comme ça. Et c'est pour ça que le sujet que vous évoquez là, il est assez identique à celui qu'on a traité précédemment. Parce que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est des pays vraiment, des pays jumeaux. C'est la même famille. C'est la même réalité. Mais peut-être que pour finir là-dessus, pour rassurer le docteur Mbok, le processus nous a amené effectivement à vivre des choses difficiles, pénibles même, mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons réussi à maintenir quand même une dizaine d'acteurs de formation politique qui veulent aller à ce que nous appelons une primaire ouverte et digitale. Parce que nous sommes des démocrates profondément dans l'âme. Et nous avons constaté que dans le Cameroun où nous sommes, très peu de gens sont démocrates.
Les gens ont fondamentalement, comme partout en Afrique, même dans l'opposition, l'esprit de la chefferie traditionnelle est établi à des dimensions que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que des gens qui tapent sur Biya et son régime tous les jours, je vous assure, sont des monarques invétérés. Esprit de monarchie, absolument. Parce que quand vous dites aux gens primaire, ouverte et digitale, ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tous les Camerounais qui vont voter. Ça veut dire que celui qui est du RDPC, comme mon ami le professeur Ngolet, peut voter. C'est ça. Celui qui est de l'UPC peut voter. Même s'il n'est pas de l'Alliance, ATP, tout le monde peut voter parce que ça nous permettait de dégager, après un grand oral à la télévision, un candidat qui vous semblerait à vous à partir de votre téléphone. C'est-à-dire que vous regardez l'émission comme nous passons là, et vous dites non. Là, là, Dr Badjek, c'est lui qui développe les bonnes thèses qui correspondent à mes aspirations. Et vous le choisissez. Et au terme de cette primaire ouverte et digitale dont parle le téléphone, eh bien, il est question pour nous de dégager un candidat commun. Mais des gens se sont levés pour combattre cette idée, ce projet démocratique. Je ne sais pas si vous imaginez, et ça, c'est des gens qui aboient chaque jour sur les plateaux de télévision, prétendant qu'ils sont l'opposition, qui sont contre Biya, qui sont contre... Alors même que... Est-ce que vous savez même que moi, au début de cette initiative, j'avais deux plans, et le docteur Mbok le sait. Il y avait le plan A et le plan B. Dans le plan A, je disais que, écoutez, 35 ans après, on est obligé de constater que le parti État, il s'est quand même donné tous les moyens pour gagner toujours. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de proposer au président qu'au soir de sa vie, qu'il fasse comme le laboureur et ses enfants, et qu'il laisse pour laisser un Cameroun, je veux dire, serein et en bon état de marche, avec de bonnes institutions toilettées et refaites, qu'on se mette ensemble, tous les enfants du Cameroun se mettent ensemble pour retravailler nos institutions et permettre à ce pays d'être refondé à la fois au plan institutionnel, au plan économique, au plan politique, au plan sécuritaire, au plan, vraiment sur tous les plans. Afin que, enfin, au terme de ce processus, lorsque nous organisons une élection présidentielle, que tout le monde dise que, ok, la balle est au centre, tout le monde peut gagner. Il y a des gens qui ont trouvé le moyen de refuser cette proposition. Ça veut dire, si tu vous comprends, si vous interprète bien, professeur Billet, vous êtes éloigné des préoccupations des Camerounais. Non, c'est-à-dire, si les égoïsmes qui transparaissent dans les prises de position des uns des autres, au sein même de l'opposition qui est censée être plus malléable, ça pose quand même un problème. Si vous ne vous souciez pas de vos ambitions, mais qui se souciera du peuple camerounais? Mais précisément, de 2025, pour se soucier des Camerounais et faire ce que dit la société civile à travers Dr Jean-Moïse Mbok, eh bien, tout ça ne peut pas se faire juste parce que quelqu'un va faire de la prestidigitation dans une chambre quelque part. Il faut bien qu'il y ait une vision, une vision de société. Ce que nous on appelle, ce que moi j'appelle un projet de civilisation. Une vision, quelque chose de nouveau pour dire voici comment nous allons traiter. Et c'est ça dans mon projet à moi, au niveau de chez les libérateurs. Le projet il est clair. Il y a un ouvrage à paraître qui montre comment est-ce que, sur le plan économique, par exemple, vous connaissez mes thèses, comment est-ce que sur le plan économique, sur le plan financier, on peut remettre les Camerounais au travail, comment sur le plan de la santé, on peut recréer de l'espérance au Cameroun, comment est-ce que du point de vue des politiques extérieures et de cette affaire qu'on a, on a parlé du Canada tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut fixer nos enfants au pays afin qu'il n'ait plus cette tentation de l'immigration permanente. La vision est également là. Comment est-ce qu'on peut donner de l'eau convenablement à 100%, de l'électricité à 100% à tous les Camerounais? C'est ce qui prévaut actuellement du côté des pays d'Europe, d'Afrique du Nord. Si vous allez au Maroc, en Tunisie, etc., ils ont ces commodités à 100%. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les routes au Cameroun soient aux standards mondiaux? Comment est-ce qu'on peut le faire? Ce n'est pas en faisant du populisme qu'on peut résoudre le problème de la Bayam Selam. C'est à travers une vision votre responsabilité politique sérieuse. Soit encore plus double. Parce que vous devez représenter l'alternative. Et si vous ne parvenez pas à vous accorder sur les grands principes, vous êtes peut-être pire que c'est difficile, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Docteur Badjek, alors on a justement cette impression, et les Camerounais le disent, qu'il y a un ras-le-bol sous-jacent, on a besoin d'un souffle d'air nouveau, on a besoin, même au sein de l'appareil politique, de nouveaux visages. Comprenez-vous ce qu'ils disent? Que justement, il faut
véritablement faire attention lorsqu'on va vers 2025, vers l'élection présidentielle, qu'il peut y avoir des surprises, qu'il peut y avoir des acteurs insoupçonnés et même insoupçonnables qui seraient en capacité de, pas de faire bouger les lignes, peut-être même de déstabiliser la tranquillité de notre pays. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que la situation, si jamais on dit qu'elle est, elle est tranquille, elle est sereine, c'est qu'on se trompe. Oui. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis. Il y a déjà des incertitudes qu'il faut être capable de pouvoir vider ou être capable de pouvoir régler. Il y a un véritable problème qui se pose et vers lequel il faudrait centrer le débat, les enjeux et les défis aujourd'hui, c'est la jeunesse. Oui. Elle constitue les 75% de la population et il faut leur donner une projection. Il faut savoir donner son plan pour la jeunesse et l'Assemblée. Mais ça existe, il y a un plan. Il y a un plan. C'est-à-dire qu'il y a des choses à remettre sur la table, sur le plan de vue de la formation des jeunes, sur le plan de vue de l'économie, sur le plan de vue même, n'est-ce pas, de la vie politique, c'est cela. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'on recherche même en opposition, parce que moi, je voudrais vous dire quelque chose. Si jamais on n'a pas une opposition consistante, on n'a pas un pays. Parce que cette opposition devrait toujours jouer son rôle, mais lorsque le président est élu, vous voyez bien, il y a une participation de son électorat, il arrive et dès qu'il prend le pouvoir, il vous dit tout de suite qu'il n'est plus le président de tel parti, il est le président des Camerounais. Tout à fait. Mais on n'a jamais vu dans ce pays l'opposition jouer le rôle qu'elle devrait jouer, c'est-à-dire participer dans un dialogue. En attendant des moyens, est-elle conviée? Oui, mais quand vous avez des partis, excusez-moi, quand vous avez des partis qui sont tribaux et voire familiaux, vous ne pouvez pas arriver à ce genre. Mais si on convie l'opposition, juste pour qu'elle fasse le nombre, elle peut être réticente à participer aussi. Voilà déjà qu'elle n'arrive pas à se regrouper autour des idées qui sont sereines et qui sont pertinentes, comme celles que Olivier est en train de proposer. Écoutez, si vous n'avez pas une partition de la vision politique dans un pays, vous n'irez nulle part. Parce que l'opposition devrait être le régulateur, c'est-à-dire l'entité de qui on a peur si on gouvernait mal. Parce qu'elle viendrait... c'est ça. Alors, si vous n'avez pas ça et que on est tranquille, eh bien, ça va donner ce que ça va donner. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait savoir que tout est en mutation. Voilà. Il y a des problématiques qui sont posées aujourd'hui, mais on est en train de voir dans la boule de cristal. Vous avez un chef d'État qui fait un discours normal, qui est un discours de politique générale de fin d'année, et qui dit comment ça s'est passé. Il a encore un mandat, il a encore 9 mois de son mandat. Il vous dit qu'il est en bonne santé. Vous pensez qu'il veut se présenter aux élections. Bon, vous avez lu. Et ça fait tout le tapage, comme l'affaire Eto'o-Fils, comme l'affaire Balthazar, et c'est à ça qu'on est rendu à la jactance inutile sur les plateaux. Arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est assez réducteur. Non, c'est pas réducteur du tout. Vous avez, attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez vu à quoi ressemblent nos débats. C'est pas des débats constructifs. Et heureusement, ici, vous avez trouvé des gens qui sont capables de respecter les paroles des uns et des autres. Et c'est de ça qu'il nous faut. Ça bavarde beaucoup pour rien du tout. J'ai entendu un Sénégalais dire que vous avez maintenant l'opportunité d'être des Camerounais. Parlez maintenant, vous avez toujours la bouche ouverte quand vous parlez des problèmes des Sénégalais. Voilà ce qui se passe. Mais écoutez, quel est ce peuple qui n'a que pour seule conscience nationale un conglomérat de ragots? Qu'est-ce que c'est? On a dit ceci. Ah, Eto'o, il est en train de divorcer avec sa femme. Il y a cela. Il y a... Vous pensez que ça intéresse vraiment les Camerounais à 2025 alors que ça a focalisé le débat. Balthazar vous a focalisé pendant au moins ces deux mois et les femmes au foyer et tout le monde. Voilà où nous sommes arrivés. Voilà notre niveau de réflexion. Écoutez, je vais vous dire, vous avez les réseaux sociaux. Moi j'ai toujours dit, nous avons un professeur de communication. Moi j'ai toujours dit qu'il faudrait maîtriser et même l'État devrait avoir une charte dans les réseaux sociaux. Pour quelle raison? S'il est vrai que la communication, c'est une relation entre le communicant et celui qui va recevoir, il faudrait être sûr déjà. Les médias traditionnels, c'est 20% d'audimat. C'est ça. Et les autres, c'est 80%. On est en train de modeler une mauvaise espèce dans les réseaux sociaux, comme quelqu'un disait, que on peut donner la parole dans les réseaux sociaux à celui qui sort du bar, n'est-ce pas? Au même titre qu'on a donné la parole à un prix Nobel. C'est de cela qu'il s'agit. Docteur Badjek, est-ce que lorsque cette lecture assez ubuesque de la société camerounaise est faite, il ne faudrait pas craindre le pire, c'est-à-dire une révolution de palais qui irait dans le sens... qui irait contre... Vous n'allez jamais tirer, n'est-ce pas, ce genre de choses. Vous savez que je suis un homme je suis un démocrate, je suis un républicain, et je me mets contre toute
idée de prendre un pouvoir par la force, que ce soit par la force civile ou bien par autre chose. Moi, j'ai créé par exemple cette échelle critique pays, ou alors que j'appelle échelle chrysogène. Et si jamais je vous montre un peu les marqueurs, il y en a 160. Vous allez voir que moi, lorsque je réfléchis sur la société camerounaise, je vois que nous y sommes arrivés. Je vous donne juste un seul. Il y a 3 marqueurs qui vous intéressent en politique. Il y a la polarisation, la corruption et le déclin de la participation politique. Ces 3 marqueurs sont déjà significatifs au niveau de la marche d'un pays. Okay? Alors, ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'on a laissé la place aux politiciens. Et le politicien ne sait pas qu'il devrait marcher comme ça avec le stratège. La vision globale a disparu. On ne spécifie rien. Et moi, je ne peux pas faire aujourd'hui le discours du représentant d'une sectorielle. Ce n'est pas possible. Il doit être capable de justifier, de défendre ce qu'il a fait. Moi, vous dites que je suis dans un parti. Oui, je vais défendre l'idéal, l'idéologie de ce parti. Mais je n'irai jamais défendre un ministre de tel ou un ministre de tel autre. C'est pas ça, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de savoir que, n'est-ce pas, le parti est toujours en adéquation avec ses idées. Oui, attendez. N'allez pas très loin. C'est-à-dire que la stratégie, c'est une chose qui est très importante. Ouais. Oui. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Vous arrivez, vous faites une émission, il n'y a aucun fil stratégique, on va n'importe. Non, il faut être capable de monter. Non, j'ai pas dit que c'est vous. Au contraire, c'est toujours un plaisir de travailler. Non, Stéphane, vous savez de quoi on en discute souvent. Je vous ai donné ces trois marqueurs. Oui. Ce tableau-ci est fixé sur 10 index. C'est-à-dire qu'à partir de l'index 9, nous sommes dans le chaos. L'index 10, nous sommes dans le collapsus. C'est-à-dire que c'est la nation qui s'effondre. Mais nous avons quand même des gens, lorsque je regarde les débats, je vois la semence pathogène que, n'est-ce pas, certains hommes publics déposent pour exciter les Camerounais, aller se battre, alors qu'il y a encore une chance, tant qu'il y a la possibilité de parler, président, on peut le faire, on peut discuter. Et ne pensez pas que ça va s'arracher comme ça. Vous pourrez avoir le pouvoir demain, Pierre, Paul, Jean. Oui. C'est une lutte de longue haleine. Sinon, Mandela aurait fait comment? Donc, aujourd'hui, on a l'impression que nous avons des hommes politiques qui veulent avoir le pouvoir à tout prix, mais qui ne savent pas quelle est la consécration qu'il faut. D'abord, on rencontre souvent des hommes politiques dans un océan d'incurie, et qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est à la fin. Assimiler la chapelle qui est la vôtre aussi. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait être capable de réfléchir. Oui. Il faudrait être capable d'être mesuré, de savoir ce qu'il ne faut pas dire. Moi, j'avais fait une conférence que j'ai organisée au profit des médias lors de la crise contre Boko Haram. À la fin, nous avons réussi à démontrer que si nous avons une information qui portera préjudice aux forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, on ne regardera plus. On va éluder. Oui, non. On ne regardera plus je sais pas moi, l'éthique, la déontologie, mais pour le pays, parce que si le pays tombe, vous ne serez plus journaliste. On est en train d'allumer des petits feux. Et moi, je vous dis, je note, si je vous donne la note actuelle, avec des marqueurs tels que, j'étudie sur la politique, le social, l'économie et la sécurité. Oui. Je ne vous donnerai jamais ça parce que c'est mon cabinet qui travaille ici. Mais je dois vous dire que on peut s'amuser à noter tout à l'heure et vous allez voir que il y a des gens qui ont des ingrédients pour enflammer ce pays. Il y a de quoi avoir peur. Voilà. Professeur Elvis Ngolengole, les Camerounais justement sont inquiets. On a une opposition quasi dans la confusion. On a un parti au pouvoir qui justement est là, mais dont les résultats semblent ne plus justement être en adéquation avec les aspirations d'une frange de la population. Alors, faut-il avoir peur de cet inconnu, de ce vide? Dr Jean-Maurice Mboka a évoqué la jeunesse qui, elle aussi, s'inquiète du sort qui lui sera réservé. Il y a des marqueurs, pour emprunter l'expression du Dr Badjek, qui justement pourrait amener les Camerounais à se poser des questions quant à l'avenir et l'ambition même que la formation politique que vous représentez sur ce plateau a pour ce pays. Non, je suis parfaitement d'accord avec le docteur colonel Badjek. Le scénario de pire n'existe pas. Il ne faut même pas... Et en politologue que je suis, je peux dire ça à tout moment. Je n'ai pas besoin d'être militant de RDPC pour vous dire ça. Oui. Puisque nous disons à nos étudiants, dans nos cours, on dit toujours à nos étudiants, si vous venez dans la salle de cours avec vos émotions, ça veut dire que vous n'avez pas de place ici. Quand vous venez en salle de cours,
de Sciences Po, il faut garder vos émotions à la maison. Là, ça va vous permettre d'aller de l'avant, dans vos pensées, dans vos raisonnements et tout. Vous savez, le problème avec nous en Afrique, en général, c'est que dans nos cultures politiques, quel que soit le système politique que vous prenez, comme le docteur colonel Bajek disait tout à l'heure, là, les gens focalisent sur les choses qui n'ont pas de sens ou bien qui ne sont pas pertinentes. Oui. Ils focalisent sur les choses juste parce qu'ils mettent leurs émotions avant toute autre chose. Oui. Et parfois, ils mettent leurs instincts qui ne sont pas des instincts logiques ou même scientifiques devant. Alors, ce qui est censé... Il y a eu en 2008, on évoquait la grève de la faim avec tous les émeutes de la faim, avec tout ce qu'il y a eu comme désordre dans le pays. Oui. Mais lorsque vous observez justement la température sociale du Cameroun, la température politique du Cameroun, on peut faire le parallèle et voir que justement les mêmes ingrédients qu'évoquait le colonel Bajek sur ce plateau semblent pour l'instant revenir avec les mêmes incertitudes aussi. Lorsque on s'approchait et l'on ne savait pas si le verrou de la limitation de mandat allait être justement enlevé par le régime au pouvoir. Est-ce que vous ne percevez pas ce Cameroun qui, justement, en interne, s'interroge avec toutes les susceptibilités qu'il y a autour? Non, vous savez, on ne réinvente pas la roue. Hein. C'est-à-dire que nous sommes en politique et nous sommes des citoyens d'un État que nous appelons système, une république. Donc nous sommes là. Et il n'y a rien de nouveau. Est-ce que vous êtes satisfait du Cameroun tel que vous le voyez? Non, il y a des choses qui me font que moi je suis fier d'être Camerounais et je veux mourir Camerounais. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, de bonnes choses qui ont été faites. Bien sûr, il y a une réalité. Il y a des défis, il y a des problèmes. Le docteur Mbok disait tout à l'heure, hein, le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème de route, il y a d'autres problèmes. Nous sommes des Camerounais. Tout le monde. Et le Sir Billet disait que les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité sont dépassés dans des pays africains. Pourquoi ça n'arrive pas à ce niveau chez nous? Ce sont des réalités. Mais maintenant, comment aller de l'avant? Comment trouver des solutions à ces problèmes? C'est pour cela que nous avons opté. C'est une option que nous avons prise. C'est-à-dire que nous voulons que, à travers une gouvernance démocratique, ou bien à travers la démocratie, qu'on trouve des solutions à nos problèmes, ou bien qu'on arrive à résoudre nos problèmes. Oui. Maintenant, en démocratie, que nous sommes en démocratie, tout à fait. Comment faire les choses? Pour la démocratie, pour que ça avance, il faut développer une culture démocratique. Il faut que pour tout le monde, une culture démocratique se développe. Est-ce que ce n'est pas une culture tribaliste, c'est la démocratie, non, ça ne va pas aller. Ou c'est le management, professeur? Bien sûr, même pour le management, puisque le management c'est un aspect. La gouvernance, généralement. La gouvernance n'est pas seulement. Le management, c'est un aspect de la gouvernance. La gouvernance a d'autres éléments. Oui. Le management est nécessaire. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'il faut avoir une mentalité, hein, ce qu'on a dit en anglais, un mindset, c'est-à-dire une culture qui permet à ce que, même si je ne suis pas d'accord avec le professeur Billet, mais je vois en lui quelque chose qui peut contribuer à la construction du Cameroun. Oui. Donc ça veut dire qu'il compte, même s'il n'est pas de même bord avec moi et pour les autres. Donc ce qui fait que, pour nous sommes là où nous sommes maintenant, l'année électorale. Oui, 2027. Dans cette année électorale, quel que soit le Camerounais qui est en bas, comme le docteur Mbok disait, ou le Camerounais en haut, c'est que nous sommes dans le même Cameroun. Hein? Est-ce qu'on est dans le même Cameroun, professeur? Mais comment? Nous sommes dans le même Cameroun. Non, il y a un Cameroun. J'ai compris son... À moins que le docteur... J'ai bien compris la vérité. Non, est-ce qu'il y a deux Cameroun? Il y a deux Cameroun. Non. Il y a un Cameroun où on mange, il y a une seule carte d'identité, il y a une seule loi, il y a un seul passeport, il y a une seule institution. C'est-à-dire le plan institutionnel. Mais il y a un Cameroun où on ne mange pas. Bien sûr, je suis d'accord. Tout le monde n'a pas la même perception, tout le monde n'a pas le même sentiment, les mêmes moyens. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le Cameroun, il y a deux Cameroun ou trois Cameroun. Non. Puisque la démocratie camerounaise, c'est pour les 30 millions ou bien 25 millions, ça dépend de ce que les démographes disent. Nous sommes là tous face à une option ou bien un défi démocratique qui fait que d'ici quelques mois, nous tous, quel que soit le bord, nous irons aux élections. Dans ces élections, qui sera candidat ou non, ce n'est pas à notre niveau.
Et comme on a constaté tout à l'heure, ces derniers temps, les gens s'expriment, les évêques s'expriment, tout le monde s'exprime, les professeurs et tout le monde. C'est une bonne chose, puisque la démocratie, c'est ça. Mais en fin de compte, puisque nous sommes tous abonnés. Vous avez évoqué un aspect sur lequel les évêques s'expriment. Et sur la candidature, l'hypothèse. Ils sont dans leur droit de s'exprimer. Oui, mais on a aussi vu les communications et les sorties du gouvernement et d'autres acteurs politiques. C'est la démocratie en République, c'est tout à fait normal, mais j'ai toujours dit. Vous ne percevez pas le message? Non, le message qui est dans la communication, le message pertinent des évêques. Le message pertinent, c'est que, et je crois que les juristes pour dire quelque chose, vous pouvez avoir le droit d'expression, mais votre expression, ça ne veut pas dire que votre expression est bonne, ou bien c'est ça qui est bon. Non. Mais vous avez le plein droit de dire ce que vous voulez dire. Donc ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, puisque nous sommes en République, c'est le peuple qui feront le choix. En fin de compte, quel que soit votre niveau, le peuple finit toujours par dire dans les unes, qui a droit, qui n'a pas droit, qui a raison, qui n'a pas raison. Et tant qu'on n'a pas cette mindset, cette mentalité, on va rater, ou bien on va aller dans le mur. Oui, il faut toujours dire que, en fin de compte, le peuple a le dernier mot. Merci. Nous sommes en République. Professeur Olivier Billet, le peuple a le dernier mot. Est-ce que vous, de l'opposition, vous avez ce peuple? Est-ce qu'il comprend même justement la vision qui est la vôtre? Parce qu'on a l'impression, si le RDPC, qui est un mastodonte, gagne à toutes les positions, ça veut dire que peut-être vous avez un message qui ne passe pas, ou alors que vous exprimez tout simplement mal et le peuple ne se reconnaît pas en vous. Alors, nous sommes là sur un sujet qui est quand même de grande importance. Pour moi, ce n'est pas un sujet léger, c'est un sujet extrêmement sérieux parce qu'il en va de la vie des Camerounais. Tout à fait. Au quotidien. Vous voyez, mais c'est aussi un sujet dans lequel peut-être les subjectivités du regard se manifestent de la manière la plus éclatante sur ce plateau. Parce que, en fonction du bord auquel on appartient, on a sa vision du Cameroun. On essaie de promouvoir une vision, même si parfois certaines de ces promotions peuvent se révéler quand même assez... surprenantes. Pas surprenantes, mais je dirais plutôt volontairement biaisées. Je le dis comme ça. Et nous devrions faire attention. En même temps, je comprends mes camarades sur le plateau, parce que vous savez, lorsque vous appartenez à une organisation, vous avez un devoir de loyauté et de fidélité vis-à-vis de cette organisation. Mais qui peut vous amener à traverser la réalité? Absolument. C'est pour ça que j'ai dit volontairement biaisé tout à l'heure. C'est pour ça que nous devons être... vous savez, on a parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. On s'est lâchés tous. Lâchons-nous aussi quand nous parlons du Cameroun. Ce Sénégalais qui nous a parlé, là, je ne sais pas qui évoque le Sénégalais. Je crois que quand il est question du Cameroun, ayons la même intransigeance lorsqu'il est question aussi du Cameroun. Parce que nous sommes quand même, il faut dire que c'est une génération de gens qui a été vampirisée par le pouvoir. Je le dis comme ça de manière... Il y a des gens dans ce pays, quand je regarde la génération de mes aînés, les Sexa, les Septua, etc., ils ont vraiment leur destin politique a été complètement avalé par des non-ânes qui n'auraient pas dû être au pouvoir aujourd'hui. Donc, pour être peut-être plus précis au niveau de ma pensée. Allez-y. On a évoqué les évêques qui sont sortis. C'est quand même quelque chose d'assez important à relever. C'est même, j'ai envie de dire, sans précédent dans l'histoire du pays. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ne plaisantons pas avec ça. Parce que votre titre, là, c'était Stéphane Barga. C'était « Faut-il avoir peur ?» Faut-il avoir peur? Vous savez, lorsque les hommes de Dieu se lèvent à un moment donné pour parler dans un pays, vous trouverez même ça dans la Bible. Avec des tons très durs. Considérez que s'il y a quelques hommes de Dieu, ils peuvent être, je veux dire, minoritaires, mais lorsqu'ils se lèvent pour parler, ça veut dire quand même qu'ils sont là dans l'expression d'une sorte de ras-le-bol. Ils sont dans la présentation d'une situation qui devient extrême. Moi, vous savez, j'ai souvent été dans le Grand Nord. J'ai souvent été, je ne sais pas si nous avons tous souvent voyagé dans le Grand Nord de notre pays, et souvent dans l'arrière-pays. Parce que quand on est encore à Yaoundé, et qu'on a
on navigue entre Bastos, quelques beaux quartiers de Yaoundé. On ne connaît pas la réalité profonde de notre pays. Je vous assure. Venez un peu chez moi à l'Est. Je ne sais pas si beaucoup sont arrivés à Ngoïla. Si beaucoup sont arrivés à Molundu. Si beaucoup sont arrivés... Alors, vous voyez, c'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui, prenons l'État, quelques exemples. Prenons simplement la situation des routes. Parce que nous sommes quand même en 2025, mes chers amis. Moi, ça me fait mal. Vraiment, ça me donne envie parfois de pleurer en considérant que je suis Camerounais. C'est pas normal que vous alliez au Maroc à côté ou au Rwanda à côté, en Afrique du Sud. Attendez Stéphane Barra, c'est extrêmement important. Oui. Vous dites réseau routier, 135 000 km de route à peu près. Oui. Le chiffre n'est peut-être pas exactement, mais c'est 135 000 km de route sur le Cameroun. Bitumé et non bitumé. Mais les bitumés là-dedans, on vous dit que c'est à peu près 10%. Et quand on vous dit 10% de bitumé, en réalité, c'est peut-être vous avez à peu près 20% de routes qui sont à peu près acceptables. Acceptable, oui. Et le reste, je vous assure que c'est des routes qui furent bitumées et qui sont comptabilisées précisément Comme bitumé. comme bitumées, mais qui sont, j'ai envie de dire, bitumées au 5e, parce qu'elles sont complètement cabossées et abîmées. Vous prenez le Grand Nord dont nous parlions, les évêques qui sont exprimés, Monseigneur Abo, Monseigneur Yaouda, Monseigneur Cléda, oui. mais ils parlent pour le Cameroun tout entier, ils ne parlent pas seulement pour leur région. Mais moi, je connais très bien cette région, puisque j'y suis quasiment né. Je peux vous assurer qu'elle ressemble parfois, quand vous y allez, à un univers où vous avez l'impression que, on va dire, une sorte de séisme s'est produit là-bas, oui, et que le dénuement le plus total y prévaut. Cet exemple que vous prenez, n'est-il pas valable pour l'Est? Pour le Sud, il est valable pour l'Ouest, il est valable pour tout le pays, Stéphane Barga. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai fait que prendre cet exemple pour vous dire que Stéphane Barga, oui, dans un univers où l'eau, où l'électricité, dans un environnement, un pays qui est gorgé d'eau, en termes de rivières et de fleuves, vous avez en termes de fourniture en eau, en électricité, parce qu'on peut avoir des barrages partout dans ce pays, vous avez même pas 2000 mégawatts. Oui. De fourniture en électricité pour un pays dont la demande réelle pourrait se situer comme des pays comme la Côte d'Ivoire, précisément à 10 000 mégawatts. Et quand on vous fabrique quelques illusions de barrage ici et là, on fait un ramadan pas possible là-dessus, alors même que les Camerounais n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de vous faites ce constat. C'est-à-dire que... Attendez, vous faites ce constat, oui, qui est palpable, puisque nous tous, nous subissons, avec beaucoup de fois d'ailleurs, oui, les coupures d'électricité. Alors, vous faites ce constat, vous l'exprimez, vous parlez aux Camerounais. Pourquoi les Camerounais ne vous suivent pas dans les urnes pour renverser ou alors pour essayer de faire changer les choses? Le problème du Cameroun, Stéphane Barga, vous dites les urnes, c'est bien. C'est très bien, mais vous savez, 35 ans qu'on essaye l'option des urnes. Et je crois que les évêques qui ont parlé savent très bien que, vous savez, on a parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, et je vous parlais de la situation des institutions. Oui. Lorsque les institutions ont été élaborées très subtilement, afin de permettre que vous soyez simplement des accompagnateurs du jeu électoral, dont on connaît les résultats. C'est le rôle de l'opposition aujourd'hui. Non, attendez, c'est pas la Je dis la mécanique du parti État, qui a été très savamment mise sur pied. Vous vous avez posé la question de savoir pourquoi, depuis 35 ans, l'opposition n'arrive pas à gagner les élections au Cameroun. Pourquoi en Afrique centrale, par exemple en CEMAC, l'opposition n'arrive jamais à gagner l'élection face aux candidats sortants. Jamais ça n'est arrivé. Mais l'opposition, bon. Jamais ça n'est arrivé. Je passe au contrôle du géostratège qui connaît les réalités et les chiffres. Oui. Donc, c'est-à-dire que ça devrait nous amener à comprendre que il faut même beaucoup féliciter l'opposition camerounaise. Parce qu'en fait, elle est même très, on va dire, républicaine. Elle est même très légaliste. Elle accepte même des lois qui sont profondément viciées, biaisées et corrompues. Elle accepte d'aller à ça parce qu'elle ne veut pas amener le pays dans des logiques d'affrontement insurrectionnel. L'opposition camerounaise, depuis les années 92, il faut véritablement la saluer. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase de Froundi, que certains rappellent souvent. Il a dit qu'après ce qu'on appelait sa victoire, certains l'ont dit, moi j'étais même pas au Cameroun à cette époque. Oui. Après les résultats, tout au moins, de 92, certains de mes camarades lui ont dit de prendre la rue. Oui. Les hommes, certains aussi. Et il a dit qu'il ne fera verser le sang d'aucun Camerounais. Pour ça seulement, j'ai respecté Froundi. Oui. Et je peux vous dire que c'est la logique dans laquelle sont inscrits la plupart des Camerounais. Mais j'ai envie de vous dire aussi que
Vous savez, la vie des hommes, ce n'est pas seulement nos desiderata et nos volontés. Oui. Nous pouvons tous avoir la volonté qui est la paix ad vitam aeternam, même dans les logiques les plus tordues qui soient, mais il arrive un moment où la volonté de Dieu s'accomplit. Et quand elle doit s'accomplir, quelles que soient vos petites volontés humaines, quels que soient vos petits égoïsmes humains, le désir de perpétuation d'un ordre qui est un ordre à votre avantage, je suis désolé, cette déconstruction va s'opérer. Et elle va s'opérer selon la volonté que Dieu voudra. Merci, professeur. Jean-Moïse Mbok, la déconstruction va s'opérer. Elle va s'opérer tant que Dieu voudra. Tant que Dieu voudra, on peut faire calendrier dans le désert. C'est la modalité de Dieu. Dans le désert, il faut le peuple d'Israël. Il s'est promené, une route qui devait faire en 20 jours, ils en ont fait 42. Ça veut dire qu'on est bien parti pour 100 ans encore à tourner en rond dans notre pays, le Cameroun. Si, justement, les responsabilités ne sont pas prises par ceux qui doivent les prendre, en l'occurrence vous, société civile, vous, opposition, et vous, parti au pouvoir. Écoutez, sur le principe, le professeur disait qu'il y a un seul Cameroun, on est d'accord. Sur le principe. Oui, d'accord, Et d'accord. dans ce seul Cameroun, Dieu fait confiance à tous les hommes. À tous. Et la confiance que Dieu fait aux hommes, c'est aussi leur donner l'intelligence, la cohérence et le bon sens. Les jeunes là, quand eux-mêmes ils voient le Cameroun, ils disaient quoi? C'est-à-dire qu'on va taper sur l'opposition, on va taper sur eux-mêmes. Ils disent quoi? Ça, c'est la première chose. Oui. Ça m'amène donc à la deuxième. Je reviens encore sur le professeur Ngolé parlait de la culture politique. J'ai envie de demander, une fois de plus, très humblement, de ma petite position, qu'on fasse les états généraux de la démocratie et de la politique au Cameroun, afin que on sorte quand même en phase sur ce que c'est que la politique, ce que c'est que la démocratie, qu'on puisse être d'accord. Peut-être sur le profil des leaders politiques. Non, ça va aller de soi. Quand on sait déjà ce que c'est que la démocratie, la politique, naturellement, ça va entraîner qui peut en être candidat. Parce qu'il y a beaucoup de présidents qui n'en ont pas Je parlais d'aventurier tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait ces états généraux, et j'espère que le RDPC, qui va encore passer en 2025. Vous faites le devant là, Jean-Moïse. J'assume ce que je dis. Stéphane Baga. J'assume ce que je dis. Pourquoi je le dis? Revenons sur les marqueurs, docteur Colonel. Oui. Le troisième point. Grand frère, s'il te plaît, je veux le troisième point. On était où sur le... Tac, tac, tac. Le troisième point. Le déclin de la participation politique. Déclin de la participation politique. Oui. On a vu ça en 2018. On risque de revoir ça. Les jeunes ne s'y intéressent plus. Tout simplement. Mais les chiffres sont Tout là. simplement parce que Les chiffres. le RDPC va une fois de plus passer parce que, et je l'ai dit, et je souhaite que les partis politiques m'écoutent pour me comprendre. Oui. N'écoutent pas pour se défendre, mais m'écoutent pour me comprendre parce que je parle là comme le Camerounais lambda. On veut connaître votre projet civilisationnel parce qu'on ne vote pas celui qu'on ne connaît pas. Le seul qu'on connaît, c'est le RDPC. Celui du RDPC est connu. Celui du RDPC est connu. Et chaque fois, du professeur Billet écoutez, en présentation. la société civile maintenant dit que les partis politiques gagneraient. Et j'ai dit que moi j'apprends de tous mes grands frères. Oui. Gagneraient, comme le colonel Badjek disait, à beaucoup plus enseigner, communiquer juste que de faire dans le buzz et les sbroufs. Si les hommes politiques l'intègrent et le comprennent. Sur un autre plateau, je disais très affectivement et avec beaucoup d'amour et de respect à mon grand frère, le professeur Bayebek, que si lui-même il était président, est-ce qu'il pouvait... Non, écoutez s'il vous plaît, que si lui-même il était président, est-ce qu'il pouvait avoir un collaborateur comme lui-même, qui est si belliqueux, si agressif, si hargneux? Il a dit qu'il a de la bouteille, il a de la matière. C'est ça qu'on veut entendre. Pas les invectives, pas la violence, Pas les polémiques. pas la polémique. Et c'est à ça qu'on doit arriver au Cameroun, où on a une opposition qui se fait entendre et comprendre. Pas du Biamosgo. C'est pas un projet politique. C'est pas un projet.
pas un projet politique. Pas Biya 100 ans, ce n'est pas un projet politique. Pas le RDPC dans tous les 360 communes, ce n'est pas un projet politique. Pas ils ont volé, ils sont bandits. Dans le discours, le père lui-même, il a dit. Et maintenant, je veux remettre le père face à ses responsabilités. Par le président Paul Biya. Le chef de l'État. Oui. Ça fait au moins 5 ans. Il nous dit que ceux qui sont les prévarigateurs de la fortune publique vont rendre gorge. Ça fait au moins 5 ans. Mais on a un épervier qui est saisonnier. Il sort quand il veut. Il sort quand il faut attraper une proie qu'on a décidé d'attraper. Mais les Camerounais continuent de vivre dans des conditions difficiles. Oui. On a donc envie de se poser la question. Est-ce que notre chef de l'État nous parle, comme on dit au quartier, pour nous embrouiller? Ou alors, il parle parce qu'il veut vraiment que les choses changent. Regardez le récent sommet des chefs de l'État. Il a complètement rappelé à tous les ministres de la CEMAC, et ceux du Cameroun en premier, que c'est votre incompétence qui nous a entraînés dans ce gouffre. Mais ils sont encore là. Aucun remaniement pour montrer qu'on veut que les choses changent. Il a fait le discours du 31. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier. Rien ne se passe. On a donc envie de se poser la question. Le chef de l'État abandonne les Camerounais. Et je dis le professeur Ngolé parle pour lui et par amour pour le parti. Mais Dieu seul sait que beaucoup de RDP6 ne le sont même pas dans l'ADN. Beaucoup sont des aventuriers politiques qui ont échoué dans le RDPC. Ils ne sont pas dans le RDPC par. On a vu des profiteurs. Donc, on se sent abandonné par un chef de l'État qui ne pose pas des actes quand même qui montrent que je ne suis pas content. Dans le discours du 31, j'étais persuadé, je vous assure, j'étais persuadé que le lendemain, là, on devait avoir un mouvement. Parce que nous sommes dans un pays où on a quand même des gens qui peuvent faire. Tout est urgent. Et la première urgence était ça. Au moins faire un jeu de chaises musicales. S'il veut garder ces gens-là. Mais qu'on bouge quand même pour montrer, qu'on montre quand même quelque chose qui est en train de se passer. Ça ne s'est pas fait. On vient au niveau des cadres du RDPC. Là encore, c'est une autre situation. Je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas avoir un problème personnel. On part dans l'opposition. Ils sont disparates comme pas possible. Mais mettez-vous à la place des Camerounais. On se demande vers qui on va tourner. Maintenant, on se met à demander à la société civile de devenir un fusible. C'est-à-dire que de devenir le sauvage du coin, où il faut insulter tout le monde, tirer sur tout le monde. On ne le fera plus. Merci. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. On ne le fera plus parce que nous avons compris que nous avons en face de nous des gens qui peuvent faire bouger les lignes et qui ne le font pas. Et le chef de l'État, et l'opposition, et les gens d'en haut. Il est donc temps, et je le dis vraiment pour sortir, mais avec des larmes aux yeux. Oui. Le colonel docteur a rappelé le pourcentage de la jeunesse camerounaise. Et a rappelé les canaux de communication envers ces jeunes. Je me souviens que de son temps, au MINDEF, moi j'étais au ministère de la Communication. Le colonel a parlé de la veille sur Internet, qui devait être contrôlée, suivie, et le gouvernement devait être proactif pour communiquer là-dessus. On a dit ah. Il ne peut pas le dire, mais moi je le dis, parce que j'étais là. On a dit ah. Et aujourd'hui, on continue de dire ah. Merci. Il faut donc que nos leaders, intègrent que nous sommes en 2025. J'espère que le président Biya ne compte pas aller dans l'extrême nord pour lancer la campagne. Parce qu'au nord, ils sont fâchés. Merci. Et dans tout l'ensemble du Cameroun, ils sont fâchés. Ils commencent à nous parler. Et c'est quand il va nous parler qu'on pourra voir que les choses sont en train d'évoluer et de bouger. Merci. Voici la bonne nouvelle. Et on conclut sur cette note. On conclut rapidement. Le docteur Badji, vous venez de parler d'un marqueur qui est la participation. Oui. Regardez donc, vous prenez ce marqueur-là, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'espoir, sur une note d'espoir. Vous prenez sur ce marqueur-là les chiffres, les derniers chiffres, sur les presque 8 millions qui sont inscrits là. Oui. Les jeunes qui sont, la plupart, 60-65% de la population, sont inscrits, ce n'est que, je crois, 2,6 millions ou 2 millions quelque chose. Oui. Sur les presque 8 millions, 7 millions, 8 qui sont inscrits. Je crois que c'est en cours. Oui. Mais pour le moment, tel que les chiffres se présentent,
il faut que ces marqueurs-là, que les jeunes montrent que l'avenir, c'est pour eux. Oui. 2 600. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, Non. puisque par rapport aux autres, les autres sont sur les 7 millions 8, sont, je crois, 6 millions quelques. Donc, il faut que les jeunes sachent. On a un potentiel de 11 millions de votants. Voilà, ils doivent travailler sur le plan, sur ces marqueurs de participation. On ne peut pas aller de l'avant ou construire sans participer. Cet engagement est nécessaire. Mais cet engagement doit être un engagement d'éthique, un engagement de conscience, un engagement patriotique. Si tout le monde fait ça, vous allez voir que les choses, on va aller de l'avant avec l'espoir, sans regret, sans déception. Puisque, en fin de compte, nous sommes en République et que le dernier mot, c'est toujours le peuple. Le dernier mot, c'est le peuple, Dr Badjek. merci pour la présence ce soir. Le mot de la conclusion en 1 minute, professeur Billet, parce que justement, le temps nous tient déjà à la gorge. 1 minute aussi pour peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que il est bon que tous les seniors au Cameroun comprennent le rôle d'un senior dans une société. Le senior a plus de responsabilités que les plus jeunes. Et il doit pouvoir considérer que si nous disons que 75% population jeune et le reste 25%, les jeunes du Cameroun ont besoin de travail. Ils ont besoin de vivre dans leur pays. On n'a pas besoin de cette émigration massive. Vous savez, moi, chaque fois que je circule en ville et que je vois des panneaux en plein Yaoundé, où on dit que votre vie, votre bonheur, c'est Canada, c'est machin, je suis en larmes. Mais je crois qu'il y a de l'espoir. Je vais simplement conclure et chuter pour exhorter notre jeunesse véritablement à reprendre plus activement le processus des inscriptions sur les listes électorales, parce que nous serons toujours là pour représenter l'espérance de demain. Merci, professeur Billet. Qui sont l'espérance? Moi, je voudrais, en 1 minute, oui. Je voudrais tout simplement dire qu'on connaît l'importance de la paix que lorsqu'on l'a perdue. On peut faire tout. Il y a une opposition, il y a un parti au pouvoir. Je pense que nous sommes tous des Camerounais. Nous ne sommes pas des ennemis. Et les choses vont progresser. Nous sommes à un tournant décisif, eu égard à ce qui se passe, les enjeux et défis de l'Afrique. Et si nous traînons, nous serons les bons derniers de la classe. Merci, docteur. Donc moi, je n'ai pas une minute. Jean-Moïse, bon, 30 secondes. Bon, la société, c'est ça. 30 secondes, dit la même chose, que les jeunes s'impliquent sur cette affaire de liste électorale, mais mieux encore, que nos gouvernants prennent leurs responsabilités. On les a votés pour ça. C'est pour ça qu'ils sont élus. Ceux qui entrent en politique, qu'ils aillent dans les différents partis, il y a quand même l'académie du RDPC qui forme. Je crois que dans les libérateurs, il y a aussi une académie. Et donc, de partir de l'académie, que les gens n'aillent plus en politique directement, mais qui passent par l'académie pour essayer d'apprendre. Merci, et chers messieurs, pour toutes ces pensées positives lorsque l'on évoque sur ce plateau l'avenir du Cameroun et surtout la présidentielle qui est annoncée, je l'ai dit, avec son florilège d'incertitudes, avec son lot de peurs qui justement vont accompagner le peuple camerounais chaque fois qu'on va avancer vers 2025. Mesdames et messieurs, c'était World Actu, première production de l'année 2025. Vous aurez remarqué dans le format quelques modifications. N'ayez crainte, nous sommes là, Info TV, au service justement de la nation Cameroun, au service de vous, téléspectateurs d'ici, mais surtout d'ailleurs. Bien le bonsoir.